podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je suis en compagnie d'un ultra-athlète qui a fait des Ironman, qui a fait une dizaine de marathons de route, qui est quand même pas mal fort aussi en backyard, en ultra-backyard, puis qui se prépare avec une grosse saison. Donc, puis qui est coach aussi. Donc, Mathieu Fortin, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup. Content d'être là. Ben, ça fait super plaisir. Écoute, la première question qui est tout le temps la même, là, c'est comment que le sport est arrivé dans ta vie? OK, le sport. Avant de faire de la course, moi, j'étais nageur. J'ai fait de la nage de compétition. OK? Euh, j'étais pas super bon, là. J'étais correct, là. Je me débrouillais, tu sais, au niveau régional, provincial, tout ça. Mais je pense que c'est ça qui m'a comme donné la discipline qu'il fallait pour courir. OK, Ouais. OK. Puis, dans le fond, c'est quand tu étais à l'université, je crois que tu as fait de la nage. Au secondaire. Ah, OK, OK. OK, parfait, c'est bon. Puis, écoute, ta première expérience de course, ça te tente-tu de nous parler de ça un peu? Ah oui, oui, oui. Ma première expérience de course, OK, j'avais 13 ans, puis c'est ça, j'avais jamais couru de ma vie, mais ça m'intéressait. Puis je ne sais pas comment l'idée m'est venue dans la tête tu sais, de courir, puis tout ça, mais j'avais comme entendu que c'était tout dans la tête, tu sais, qu'il fallait juste être fort mentalement, il fallait donner tout ce qu'on avait, puis c'est ceux qui étaient forts mentalement, puis qui donnaient tout, qui gagnaient les courses. Fait que je me Mhm. suis dit, ben, il me semble que moi, je suis un gars discipliné, puis tu sais, j'ai une bonne tête sur les épaules, je pense que je serais bon, tu sais. Fait que je m'enligne pour une petite course régionale, là, qui était un qualificatif pour une course un peu plus grande. Ça s'appelle les Jeux de l'Acadie. En tout cas, parce que moi, j'habite au Nouveau-Brunswick. Pour ceux qui ne le savent pas, là, vous allez peut-être remarquer mon accent en cours de route. Là. C'est ça, c'est mon background acadien. Euh, Fait que là, je m'enligne pour faire cette course-là, sans entraînement, sans coach, sans rien. Je me présente sur la ligne de départ. Puis, à côté de moi, des vrais athlètes. C'est des gens qui faisaient du sport, parce que moi, je n'en faisais pas à ce moment-là. Euh, Fait des joueurs de hockey, ils faisaient tous les sports, eux autres, le hockey, soccer, baseball, ils étaient tout le temps en train de faire un sport quelconque. Puis je suis sur la ligne de départ avec eux autres. Là, je suis légèrement intimidé. Là. Ils sont plus grands, ils sont plus forts, puis ils sont vraiment sportifs. Mais je me dis, non, 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 c'est tout dans la tête, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Tu sais. Ça fait que le départ se donne par. Puis à l'intérieur de 100 mètres, ils étaient déjà bien loin en avant. Puis là, je donnais tout ce que j'avais, je n'avançais pas, je faisais du surplace. Puis là, ils avaient un tour de fête, j'étais juste rendu à moitié. Fait, je pense que je n'ai même pas fini le premier 400 mètres. C'était un 800 mètres, je ne sais pas si je l'ai dit. C'est une course de 800 mètres, donc 2 tours de piste. Puis je n'ai pas fini le premier tour. Je suis débarqué de la piste. Puis là, j'avais dit à des amis que j'allais faire cette course-là. Mes parents étaient là, etc. Tu sais, tout ce monde-là. Puis là, je débarque, puis je ne me rends pas compte, du coup, qu'est-ce que je viens de faire. Mais après ça, je vois tout ce monde-là, puis là, je suis frappé de honte. Là. Puis je me tourne d'abord, puis je regarde la course se terminer. Puis je vois un autre gars que je n'avais même pas remarqué qui était sur la ligne de départ. Puis lui, il n'était pas grand, encore moins grand que moi. Il avait un bon surplus de poids, il était rond, tu sais. Il avait la face toute rouge. Puis la course était finie, là. Mais lui, il était encore en train de courir. Puis il a terminé sa course. Puis sur le coup, me suis dit, ah, c'est ça que j'aurais dû faire. Tu sais, j'aurais dû terminer ma course. Je l'admire, lui. je l'admire, lui, puis moi, j'ai honte. Tu sais. Puis j'ai pas fait de course pendant 10 ans après. OK. Ouais. J'ai jamais pris un départ, en tout cas. J'ai fait un peu de jogging après ça. J'avais encore une curiosité pour la course à pied,
mais je n'ai pas pris un départ en 10 ans. OK, OK. Puis Ouais. là, un moment donné, le désir de courir est revenu après la nage? Ouais, c'est ça. 10 ans plus tard, ça me donne 23 ans, ça. OK, 23 ans, je rencontre un ami d'enfance, puis lui, c'était un coureur. OK. Il avait déjà fait un marathon, il faisait de la course sur route régulièrement, tout ça. Il m'approche parce qu'il voulait faire un triathlon. Puis, à Donance, moi, à ce moment-là, j'avais le désir de faire plus de sport, puis je voulais faire du triathlon aussi. Il m'a dit, Mathieu, j'aimerais que tu m'apprennes à nager parce que je veux faire du triathlon. J'ai dit, hey, ça tombe bien, moi aussi, je veux faire du triathlon, tu peux-tu m'apprendre à courir? Ça fait que ça a été comme mon premier coach non officiel. On s'est entraînés ensemble, puis on a fait plusieurs triathlons sur une période de 2-3 ans. Je me suis OK. rendu à ce moment-là jusqu'au triathlon olympique, de distance olympique, qui se trouve être à peu près le quart d'un Ironman, si on veut. Là. C'est un effort de 2 heures et quelques, là, dans mon cas. OK. Euh, C'était quand même de l'endurance pas pire. Là. Ça fait. En faisant ça, ben là, j'ai pogné, moi, la piqûre de la course à pied. Puis, j'ai dit, je veux faire un marathon. Il dit, veux-tu qu'on s'entraîne ensemble? Puis là, on s'est mis à s'entraîner ensemble pour un marathon. Puis, c'est là que j'ai fait mon premier marathon à l'âge de 23 ans, sans entraînement de course, pratiquement. Pour vrai? Ouais. Ça, c'est une autre erreur, si on veut, là, un autre Puis, apprentissage. puis c'était quel marathon? Ça, c'est le marathon de Niagara Falls, en Ontario. OK, OK. Ouais. Puis comment ça s'est passé? C'est ça, c'est que là, je m'entraînais pour les triathlons. Puis, bon, je faisais un peu de course nécessairement, mais j'avais de la difficulté avec la course. Ça me donnait des mal de genoux, puis j'avais des shin splits aussi, des périostites. OK. C'était très, très douloureux pour moi de courir, mais j'aimais ça pareil. Puis j'essayais, puis je voulais, tu sais. J'avais une curiosité pour la course, puis j'essayais, je persistais. Puis là encore, mon idée que c'était tout dans la tête, là, ben, je me suis inscrit à un marathon sans jamais avoir fait aucune autre course sur route. Euh, Que ton échec de 800 mètres. ouais, c'est ça. Mais encore là, je me disais, là, comme je me disais pour le 800 mètres, c'est tout dans la tête. Si je suis fort assez mentalement, je vais y arriver. Là. Là, Ouais, je me dis un peu la même chose pour le marathon. Non, il faut juste que je passe à travers, il faut juste que je ne lâche pas. Mais je me suis dit, je vais prendre exemple cette fois-ci sur le petit gars qui n'a pas lâché. ouais. Je vais juste, peu importe le temps, là, je vais prendre le départ de mon marathon, mais je vais me rendre jusqu'au bout. C'était ça mon idée. OK, Je ne super. pouvais pas tellement courir, mais que j'étais un bon nageur, j'avais de l'endurance au niveau de la nage. Ce que je m'étais donné comme stratégie, c'est que j'allais faire des 2 heures en piscine à faire des longueurs en continu pour entraîner mon mental, à faire des longs efforts puis à ne pas lâcher. Tu sais. Ouais. Puis finalement, ben, c'est ça, là, le marathon, moi, dans ma tête, là, ce que j'envisageais, c'était les gens qui arrivent au bout, puis leur conjointe leur tombe dans les bras, puis tout le monde pleure, puis c'est la grosse émotion, puis c'est ça que je voulais vivre. Là. Je me disais, aïe, aïe, le marathon, ça a l'air trop trippant. Là, Comme dans les films, là. ouais, pareil comme dans les films, le Hollywood ending, c'est ça que je cherchais. T'sais. Fait que je fais mon marathon, puis j'arrive au bout, puis il ne se passe rien. Ça m'a pris 3h30 à peu près, là, 3h36, qui était quand même bon. Là, Et qui est bon pour un gars qui s'entraînait en nage, là. ouais, c'est ça. Pour un premier marathon, pour un gars qui n'avait pas fait aucune course sur route, je m'en suis bien tiré. Là, ça fait que ma stratégie de ne pas lâcher mentalement, ça a bien Ça a marché. fonctionné, ouais. Quand même, ça m'a permis de me rendre jusqu'au bout. Mais c'était une déception parce que ça a été des mois d'entraînement difficiles pour me rendre là puis ressentir rien. T'sais. Puis ce que je me suis rendu compte avec cette expérience-là, que j'ai juste réalisé peut-être 10 ans plus tard, c'est que l'entraînement, il faut que ça soit le fun aussi. Mm-hmm. Puis là, moi, dans ma tête, c'était il faut que je me fasse souffrir, il faut que je me fasse souffrir, il faut que ça soit tough mentalement, puis etc. T'sais. Puis ma récompense va être la journée de la course. C'est là que la cerise sur le Sunday. Là,
Mais plus que ça, je misais tout sur la journée de la course. C'est la Ouais. journée de la course, ça va donc bien être merveilleux. C'est là où je vais vivre quelque chose, ça va changer ma vie. Là, puis c'était pas ça. Fait que t'as appris une autre leçon ce jour-là. Ouais, une autre grosse leçon. Puis j'ai pas couru encore pendant 10 ans. La Pour première vrai? course à l'âge de 13 ans, je ne cours pas pendant 10 ans. Je ne prends pas de départ pendant 10 ans. Là, je fais un marathon 10 ans après, puis je ne cours pas pendant un autre 10 ans. Euh, puis là, si tu veux, je vais nous ramener à 10 ans plus tard, à l'âge de 33 ans. À l'âge de 33 ans, ben là, j'avais un gros surplus de poids. J'avais des difficultés avec l'alcool. Je travaillais beaucoup trop. Je sortais du bureau à 11 h minuit des fois. Je me noyais dans le travail. Puis j'avais un sérieux désir de me remettre en forme. Mais cette fois-là, j'ai pris une approche différente. Je suis allé plus tranquillement. Puis je me suis dit, il faut que ça soit le fun. Il faut que ça soit soutenable. Je ne veux pas miser uniquement sur la journée de la course cette fois-ci. Mhm. Puis l'autre chose aussi, c'est que je vais y aller par étapes. Ouais. Mais je ne l'ai pas tout à fait comme il faut encore. Ouais. Moi, j'apprends vite, mais comment je dirais ça? Non, excuse, on va dire j'apprends pas vite. Faut que je me casse la gueule pour que. Ouais, mais t'as une personnalité intense, puis souvent Ouais, les ultra-trailers, les ultra-athlètes d'endurance sont souvent ce profil-là. ouais. Non, je me lance vite, c'est plutôt ça que je voulais dire. Ouais, OK. je me lance vite. Ouais. Fait que là, cette fois-ci, c'était un Ironman. C'était ça mon défi. Je me suis donné 1 an pour me préparer, qui est quand même pas beaucoup. Dans ma tête à Ouais. moi, c'était raisonnable. Dans ma tête à moi. Mais en réalité, tu sais, j'aurais dû reprendre peut-être plus progressivement, dire OK, ben regarde, je vais faire des sprints cette année, je vais faire des Olympiques peut-être l'année prochaine, un demi-Ironman peut-être à la fin de l'année ou au bout de 2 ans, puis après ça, tu sais, au bout de 2, 3 ans, tu sais, faire le Ironman. Mais non, Ça, j'étais. c'est avec du recul qu'on le voit, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est quand même ce que j'ai fait de différent cette fois-ci, c'est que je me suis dit, OK, je ne veux pas me blesser à l'entraînement. Je ne veux pas m'épuiser à l'entraînement. Je veux que ça soit quand même agréable parce que je veux que ça soit un mode de vie. Mhm. Je ne veux Faut pas que ça faire mon soit Ironman. durable, que tu aies une motivation intrinsèque plutôt qu'extrinsèque. Ouais. Ouais. Je ne voulais pas faire un Ironman puis arrêter de m'entraîner pendant un autre 10 ans. Là. Okay? Ouais. C'est ça qui était différent ce fois-là. OK. Puis ça a fonctionné, ta formule, pour trouver le plaisir dans l'entraînement? Oui, parce que je m'entraîne encore. Là. Tu vois, ça, c'était il y a 10 ans. OK. Quelque chose avec les 10 ans, moi. Hein? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai 43 ans, puis ça fait 10 ans que je m'entraîne. OK. Je n'ai pas lâché cette fois-ci. Hein. Puis comment s'est passée ta préparation et le jour J? La préparation, j'étais beaucoup plus à l'écoute. Puis le jour J, ça s'est très bien passé. C'était une super expérience. OK. Euh, Là, tu n'étais pas dans l'attente du film hollywoodien puis les grosses affaires à la fin. non, mais je l'ai eu. C'est curieux, hein? Je ne l'attendais pas, mais ce fois-là, je l'ai eu. Ouais. Puis c'est peut-être parce que j'ai quand même, j'ai fait la préparation nécessaire. Je sentais un peu que cette fois-là, que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien, j'étais heureux, là, Ouais. avant même de faire ma course. Tu étais fier de toi, j'imagine, aussi avec ta remise en forme. Tu sais, c'est un Ouais, petit peu l'accomplissement de ton 1 an, là. ouais, c'est ça. Ouais. Puis en fait, c'était plus qu'un an parce que c'était tout un processus de retrouver la santé aussi, là. Ouais. Ouais. Parce que tu vois, il y a eu une période de 5 ans là, où j'ai j'ai dû moi, changer dramatiquement de mode de vie. Travailler moins, réduire ma consommation d'alcool, manger mieux,
me coucher plus tôt. Tu sais, une bonne hygiène de vie, là. Mhm. Euh, c'est ça, là. Ça m'a pris 5 ans avant d'avoir une meilleure hygiène de vie. Puis après ça, ben, pouvoir m'entraîner régulièrement, puis éventuellement arriver à faire mon Ironman. C'était l'aboutissement de 5-6 ans d'efforts. OK. 5-6 ans de. Ouais, quand même. Il n'y a pas juste la portion entraînement, là. C'est si on veut arriver à faire ce qu'il faut pour s'entraîner pour une épreuve comme ça, ben, il faut avoir une bonne hygiène de vie en partant. Puis ça, Ben, je puis, l'avais. ouais, puis ça prend du temps, puis ça prend de l'énergie là, d'entraînement. Tu sais, je ne sais pas combien de temps que tu mettais en entraînement par semaine, mais c'est 7, 8, 10 heures par semaine d'entraînement, plus ou moins. Ouais, jusqu'à une douzaine, 10-12 heures, là, c'est à peu près ma moyenne pour ça, là. Mais c'est du temps qu'il faut que tu crées à quelque part, tu sais. Ouais, Puis de ouais. l'énergie, ça prend de l'énergie pour. Parce que tu peux pas t'entraîner démoralisé tout le temps, là. Non, c'est ça. Puis, si on n'a pas les capacités organisationnelles non plus, tu sais, euh, Exact, ouais. c'est ça, c'est quelque chose à apprendre aussi. Ben ouais, ouais, c'est On n'a clair. pas, tu sais, on n'est pas assez organisé pour prendre le temps qu'il faut, pour se coucher à une heure raisonnable, pour, tu sais, tout ça, ça n'arrivera pas non plus, là. Puis ça, est-ce que tu avais un coach qui t'a supporté là-dedans? Comment tu es arrivé à. Non, je n'avais pas de coach, mais j'avais encore mon ami d'enfance, là. OK. À un moment donné, tu vois, quand j'ai fait mes premiers triathlons, c'était à Montréal. Puis ça s'est donné, moi j'étais là pour les études, puis lui était là pour le travail, puis on ne le savait pas. Puis on s'est croisés à un moment donné par hasard au Nouveau-Brunswick à une fête, puis on s'est rendu compte qu'on était tous les deux à Montréal. Fait qu'on s'est entraîné pour du triathlon. Là, après OK. ça, durant les 10 ans d'intervalle, on était chacun de notre bord. Puis là, moi, je déménage au Nouveau-Brunswick, à Caraquet, où j'habite présentement. Je commence à m'entraîner pour du triathlon. Qui ce qui arrive à Caraquet? Mon ami d'enfance qui venait de déménager là. Fait que là, hey, on s'entraîne-tu ensemble? Je dis, je vais faire un Ironman dans un an. Il dit, ah, OK, oui, j'embarque. Puis on s'entraînait ensemble pour ça. Puis lui, il en avait déjà fait. Fait que, OK, OK. ouais, euh, ouais, c'est ça. Ça fait qu'on peut dire indirectement, ouais, j'avais ce gars-là Un pour. bon partner de training, là. Ouais, c'est ça, ouais. Puis je peux dire, il est encore un peu mon coach. Ouais. OK, Parce qu'il en OK. avait déjà fait, moi, j'en avais pas fait encore. OK, OK. Puis c'est quel Ironman t'as fait? Au Mexique, c'est Cozumel. OK. OK, super. Fait que ça devait être cool aussi comme voyage en même temps, là. Ah oui, c'était super belle expérience. On est allé toute la famille, moi puis mes deux garçons, puis ma conjointe. Les enfants, il y en a un qui s'en souvient pas trop, mais mon plus vieux, il devait avoir, dans ce temps, il avait 4-5 ans dans ce temps-là. Puis on a été faire du snorkeling. Puis il a vu des poissons de toutes les couleurs imaginables, puis tout ça, puis ça a marqué son imaginaire, là. On ne peut pas imaginer comme il était émerveillé de ça, puis il en a parlé pendant des années après. Fait, OK. c'était pas juste un trip individuel, c'est ça que j'ai aimé aussi de l'expérience. C'était un voyage en famille que tout le monde a apprécié. Puis à part de ça, ben, il y avait mon ami, là, puis sa famille à lui aussi. Puis on était un petit groupe d'amis qui sont allés ensemble faire ça avec les enfants, puis tout ça, là, tu sais. OK, Fait, OK. ouais, c'était un beau voyage, une belle expérience pour plusieurs raisons. Puis je me suis rendu au bout de mon Ironman d'un temps quand même raisonnable pour euh, un premier Ironman. J'ai brisé le 12 heures. Fait, ouais, j'étais bien satisfait de ça. Ben, félicitations, en tout cas, là, pour cette progression-là, puis tout. Ouais, ben merci. Ouais. Super. Puis après ça, t'avais-tu envie de faire d'autres triathlons, plus de courses? Non, ben, pendant que je faisais mon entraînement de triathlon, je me préparais au Ironman, je me suis rendu compte que je préférais nettement la course parce que gérer 3 sports, s'informer sur 3 sports, de l'équipement pour 3 sports, etc. Moi, je veux dire, c'est ça, je suis père de deux enfants. Dans ce temps-là, il n'était pas autonome encore. C'est beaucoup de choses à gérer, là. Ces 3 sports-là. Les horaires de piscine, c'est compliqué. Le vélo, c'est tellement d'équipements, d'entretien, etc.
Le vélo, tu ne fais pas ça où tu veux non plus. Il y a des questions de sécurité. La même chose pour la natation. Ben, justement, je reviens à mon ami, là. Lui, il faisait la traversée du Canada en vélo, puis il s'est fait frapper il y a 2 ans environ. Puis Ouf. il a passé proche de ne pas survivre. Il y a des séquelles sérieuses aujourd'hui, encore. Il y a de la difficulté à dormir. Il a fait 2 embolies pulmonaires. Aïe, aïe. On lui a dit, s'il n'avait pas été un athlète, il serait mort. Aucune question. Puis c'était une personne qui était probablement sur son cellulaire, sur l'autoroute. Lui était très visible. Il y avait un chariot en arrière. Puis il a rentré dedans, dans le derrière. C'est ça. Et ça fait. Puis moi, j'ai passé proche aussi. À un moment donné, on est allé s'entraîner aux États-Unis. Puis c'était dans les côtes. Puis je descendais une bonne côte, là. Puis mon vélo, le derrière de mon vélo s'est mis à faire ça, là. Puis là, je voyais le garde-corps qui était devant moi, puis je me souvenais de quelqu'un qui était décédé sur le Tour de France en rentrant dans un de ces garde-corps-là sur une descente. Puis je me suis dit, c'est-tu bien mon heure? C'est-tu comme ça que je vais finir sur un vélo sur le bord de la route? Puis c'est à peu près, je crois que c'est une des dernières fois que j'ai fait du vélo. Après ça, ça a été, bagarre, ça n'en vaut pas la peine. Fait, ouais, c'est ça. Une bonne peur comme ça, là, je me suis dit, ben regarde, j'aime pas ça assez pour risquer ma vie, là. Ah, c'est clair. Puis ben, mes sympathies aussi pour ton ami. Je veux dire, c'est. Ouais, ouais. En tout cas, il est encore là. Il est Ouais, ouais, encore ouais. là. Mais quand même, c'est tout un choc. Ouais, puis s'il y a quand même plusieurs personnes à qui que je connais dans mon entourage immédiat et moins proche aussi, qui est arrivé des trucs assez épouvantables en vélo, là, souvent des commotions, des trucs du genre, là. Ouais. Ouais, ça fait c'est ça. Moi, pendant que je m'entraînais, peut-être revenir à quelque chose de plus positif, là. Ouais, C'est ouais. peut-être pendant que je m'entraînais, je me suis rendu compte que je préférais nettement la course à cause de sa simplicité. Mhm. C'est, Ouais, ouais, c'est tellement plus facile à gérer que trouver une piscine, avoir des bonnes conditions, ouais. des bonnes routes, tout ça, là. Ouais. Mhm. N'importe où, n'importe quand, on peut aller courir, là. Ouais. Et s'il ne fait pas beau à l'extérieur, tu sais, on peut aller au gym, sur le tapis. Il y a tout le temps moyen de courir, là. C'est Et, clair. moi, exemple, je vais souvent dans des tournois de hockey pour mes garçons. Puis si je suis en milieu urbain, puis tu sais, t'es comme pas accueillant, là, ben, je vais sur le tapis roulant de l'hôtel, là. Mais qu'est-ce que je ferais si j'étais un adepte du vélo, tu sais, puis que toutes les fins de semaine de l'hiver, je serais parti sur la route, là, je- ça serait pas mal plus difficile à gérer, là. C'est Ouais. clair. Ouais, ouais, ouais. Puis découvrir des nouvelles villes aussi à pied, c'est toujours possible, toujours beaucoup plus facile. Moi, Ouais, j'aime cette liberté-là, cette simplicité-là aussi. Ouais. ouais, puis c'est un truc que j'ai vu aussi sur ton site internet, là, Courir Zen, que j'ai ta philosophie, je trouvais que ça me parlait beaucoup, là. Puis, tu sais, tu disais que dans le fond, toi, une de tes missions, c'est de rendre ça simple, la course. Ouais. Oui. Ben, je suis un gars très cérébral. Tu as vu OK? tu sais, sur mon site web, il y a quand même beaucoup de textes. Tu sais. Pour moi, je lis beaucoup. J'aime écrire. Je réfléchis beaucoup. Et puis, ben c'est ça. Je parle d'expérience personnelle. J'ai tendance à suranalyser. Puis quand on fait des sports tu sais, comme le triathlon où tu as 3 sports à gérer, ben là, ça devient une grosse charge mentale aussi. C'est clair, ouais. Puis la course, même si c'est plus simple, on peut suranalyser. On Mhm. peut passer des mois à étudier les différents souliers uniquement, tu sais, puis obséder là-dessus. Ben là, hey, serais-tu bien mieux d'aller avec du minimalisme ou avec du maximaliste? Ah, ben finalement, hey, ça a l'air qu'il
ils ont sorti quelque chose de nouveau, des plaques en carbone, puis ça nous prend absolument ça pour XX raison. Puis là, ah non, là, tu vas sur un autre forum, puis tu as dit c'est de la merde. Puis on peut sans fin se casser la tête, puis éviter de passer la porte à cause de ça. Tu sais, ah, tellement. Ouais. Tellement, puis quand je lisais ça sur ton site, là, j'invite les auditeurs à aller lire ça là, sur Courir Zen. Là. Je pense que c'est dans ton. C'est-tu dans ton histoire? Quelle section juste? En fait, je pense dans l'accueil, ouais, Ah oui, c'est là c'est dans l'accueil, oui, tu as raison, j'explique excuse-moi, ouais. ouais, j'explique un peu la philosophie Courir Zen. Puis c'est ça, il est vraiment question de simplifier, de s'enlever de la pression aussi. Parce que c'est tellement facile de tomber dans la comparaison. Ouais, ouais, ouais. L'outil, c'est sans fin, là. Puis, tu sais, surtout de nos jours, avec la vie des médias sociaux, tu as les Strava de Ouais, ce monde, toutes ces affaires-là, ça nous, ça nous aide, mais ça peut nous nuire tellement aussi en même temps. Il y a tout le temps le pour et le contre, hein. absolument. Ouais. Fait, il y a ça. Il y a la simplicité au niveau des connaissances. Ouais, 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 Euh, ouais. Dire, OK, c'est quoi les choses clés qu'on a besoin de savoir? T'sais, de ramener déjà les gens à ça, là, t'sais. Les essentiels, c'est quoi? T'sais? Mhm. Ça, c'est une façon de simplifier. Dire, OK, ben garde, moi, je vais faire du ménage, là. T'sais, c'est vrai, il y a beaucoup d'informations, c'est intimidant, on ne sait plus où se lancer. Ben, tu es un expert en quelque part, c'est ça, là. C'est quelqu'un qui est capable de faire le tour d'un problème puis de ramener ça à ses composantes essentielles. Ben, Mhm. c'est ça que je propose. OK, super. Puis comment c'est né au juste ce projet-là, Courir Zen? Mhm. Euh, je vais essayer de faire une histoire courte, là. Ah non, ben prends tout ton temps, c'est un podcast. Ouais. Ben, en fait, le départ, ça a été de partir une entreprise avec un de mes frères qui s'appelle OK? Les Fortins Mission Santé. Puis, avec ça, nous autres, ben, c'est d'accompagner les gens dans la remise en forme. Moi, comme je le disais tantôt, j'ai eu des difficultés avec mon poids, j'ai eu des difficultés avec l'alcool, j'ai eu de la difficulté aussi avec le travail. Dans le fond, tu sais, c'est toutes des formes de dépendance. Euh, Mhm. la dépendance au travail n'est pas tellement différente de la dépendance à l'alcool ou de la dépendance à la nourriture. Tu sais. Puis, on peut rajouter là-dedans la dépendance au sport. Ça aussi, j'ai eu une difficulté à un moment donné. Euh, ben, de savoir gérer toutes ces choses-là, ça a demandé beaucoup de temps. Tu sais, ça a été des années à se poser des questions, à essayer des choses, à s'améliorer à ce niveau-là. Tu sais. Puis, c'est ça, avec mon frère, on a développé des recettes pour accompagner les gens dans la remise en forme. Puis, on a développé différents produits. Puis moi, ben, vu mes intérêts pour la course, je me suis dit, OK, ben, je veux amener cette philosophie-là dans la course à pied. Je veux accompagner les gens dans la course à pied avec les mêmes intentions. OK, OK. Puis ton frère, lui, qu'est-ce qu'il propose? Lui, c'est plus centré sur de la musculation. Euh, OK, ouais. Mais on a différents produits, là. Il y a de la musculation avec élastique. Il y a le programme de cardio box. On a aussi des programmes communs qui est plus du développement personnel, mais centré sur la santé. OK, OK. Et on a vraiment toute une gamme de produits. Puis moi, ben, mon bébé, là, puis celui dans lequel je mets le plus d'énergie, ben, c'est Courir Zen. OK, OK. Ben, il y a quand même quelque chose de complémentaire dans vos deux univers, là. Oh oui, oh oui, absolument. Je veux dire, nous autres, on s'accompagne aussi là-dedans. Tu sais, on est deux entrepreneurs, puis l'entrepreneuriat, ça peut être vraiment... c'est facile de s'isoler là-dedans. Euh, Mhm. tu sais, bâtir une entreprise, ça prend du temps. C'est très énergivore. C'est Puis c'est clair. très insécurisant parce que tu n'as pas de filet de secours, là. Tu te lances dans l'inconnu. C'est un peu comme faire un ultra finalement, pour ramener ça sur notre sujet, là. Puis, comment que c'est venu de lancer ça avec ton frère? Ouais. Ben, lui était policier militaire. Euh, OK? Moi, j'étais architecte. Puis tous les deux, on était dans des passes où
On avait vécu des épreuves difficiles, puis on s'en était sorti, puis on avait retrouvé la santé, on avait retrouvé la forme. Puis là, on avait le goût de faire quelque chose pour nous autres. Là. On avait le goût de partir une entreprise. Ça avait tout le temps été un rêve d'enfance. Puis plus qu'on se parlait, plus qu'on se disait, ben, nos rêves d'enfance, là, c'est peut-être le temps de les exécuter. T'sais. On va arrêter d'en parler, puis on va le faire. OK, Puis une OK. journée, j'y ai dit, hey Sylvain, j'ai lâché ma job. Il dit, ah, t'as pas fait ça? J'ai dit, oui, j'ai donné ma démission, je vais finir telle date. Puis là, lui, il ne croyait pas, là, parce que tout ce qu'on faisait, nous autres, c'était parler puis rêver. Là. Puis là, j'ai annoncé ça, oui, j'ai lâché ma job, moi, je le fais pour vrai. Je me lance en affaires, je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air, mais je sais que ça va être dans la santé, je veux faire quelque chose. J'avais des petites idées d'où ça pourrait mener. Puis là, une couple de semaines après, lui, il me dit, hey, Mathieu, devine quoi, tu sais? J'ai lâché ma job, moi aussi. Wow! Puis là, on a comme parti nos affaires chacun de notre bord. Puis lui aussi voulait faire quelque chose pour accompagner les gens en santé. Tu sais. Ça fait que là, on continuait à se parler puis à s'encourager dans nos projets. Puis éventuellement, on s'est dit, ben regarde, on travaille tous les deux un peu vers la même affaire. Pourquoi est-ce qu'on ne joindrait pas nos forces? Puis c'est là qu'on a parti l'entreprise ensemble. Ah, c'est vraiment cool, ça. Fait que ça doit arriver que ton frère a un client que, ben, vous passez, quelqu'un qui commence plus en musculation, puis finalement, il s'en va plus dans la course à pied ou. Oui, mais plus ou moins, on va dire. Parce que ce que moi j'offre, c'est très spécifique. Tu sais, OK. c'est pas tout le monde qui va avoir le goût de faire un ultra. Là. Tu Ouais, sais, ouais, ouais. je ne On coach est pas un petit peu uniquement des des. bébites dans notre monde, là, tu sais. Mais Ouais, il y c'est en a ça. de plus en plus au Québec et dans le monde entier, quand même, là. Ouais. Mais même à l'intérieur du monde de la course à pied, tu sais, on aurait tendance à penser, quand on regarde de l'extérieur, que tous les coureurs sont pareils. Là, tu sais, la course, c'est de la course. Mais c'est loin d'être vrai. C'est pas Mhm. pareil faire de la course sur piste, faire de la course sur route, puis faire de la course en sentier en partant. Ah C'est non. C'est deux totalement. univers. C'est que c'est deux sports, deux mesures. Ouais, moi, je dis souvent, tu sais, c'est comme, tu sais, comparer la course sur route à la course en sentier, c'est comme comparer le tennis puis le badminton. Ouais. Ça ressemble, là, mais c'est nettement pas le même sport. Là. Hey, j'adore ça, cette comparaison-là. C'est vraiment bon. Ouais. Ça fait, ouais, c'est ça, je dirais, moi, c'est une niche très précise que je travaille avec. Puis OK. chacun des produits qu'on a, moi et mon frère, c'est des niches très spécifiques. Comme par exemple, lui, sa musculation avec élastique, ça s'adresse beaucoup aux gens qui sont en perte d'autonomie. OK, Euh, OK. le message, c'est beaucoup plus, quand on avance en âge, on perd notre masse musculaire progressivement. Puis si on ne fait pas attention, ben, on se ramasse dans un foyer éventuellement. Parce que quand on perd la masse musculaire et qu'on n'est plus capable de se relever de la toilette ou qu'on n'est plus capable de sortir du lit, on n'est plus autonome. Puis c'est comme ça que les gens se ramassent au foyer. Quand on perd notre autonomie musculaire puis qu'on fait une chute, on se casse la hanche, il y a beaucoup de personnes âgées qui vont y passer. Ça Mhm. fait la clientèle niche pour ce produit-là en particulier, c'est beaucoup plus préserver notre autonomie ou retrouver notre autonomie musculaire. C'est ça, OK. plein de niches différentes pour nos produits. OK, OK, super. Puis, ton frère, est-ce qu'il fait de la course? Oui, oui. Il n'en faisait pas. Puis, OK. à force de me voir parler passionnément de course, là, T'as fini par le contaminer un peu? ouais, c'est ça, je l'ai contaminé. Lui, ce qui le limitait, c'est qu'il avait beaucoup de douleurs aux genoux quand il courait. Puis, j'arrêtais pas d'y dire. Je dis, moi aussi, j'avais des douleurs aux genoux. Là. J'avais des douleurs atroces là, au tibia, des périostites que je pensais jamais que ça allait passer. Tu sais. Puis, à force de persister, mon corps s'est habitué. Puis moi, ce qu'il m'a dit à un moment donné, là, arrête de mettre des excuses. Là. Je me suis dit ça à moi-même à un moment donné quand j'ai senti qu'il y avait quelque chose dans la course à pied qui m'attirait puis que je voulais vraiment. Là. J'ai vu des gens qui avaient des grosses difficultés dans mon entourage immédiat, là, puis qui faisaient des courses. Un gars avec les jambes de travers, là, qui courait je ne sais pas comment, une paralysie, là, il y avait carrément des articulations barrées, il courait tout croche.
Puis ça faisait des années qu'il courait. Je me disais, si lui trouve un moyen, pourquoi moi, avec mes jambes, tu sais, comme relativement normales, je ne trouverais pas un moyen? Il doit avoir mal, lui aussi, tu sais. Ouais, c'était à force de. Puis je pensais à Terry Fox aussi. Je me disais, hey, il courait avec une jambe de bois. C'était pas les prothèses d'aujourd'hui, là. Ouais, Une ouais, jambe de ouais, c'est dans bois. une autre époque, là, vraiment, là. Ouais. Fait que ce genre d'expérience-là, moi, de ce genre d'exemple-là, me disait, non, non, regarde, passe par-dessus tes petits bobos, trouve des moyens, continue pareil, tu vas trouver la solution, tu sais. Fais des étirements, fais du renforcement, cours moins souvent, cours moins longtemps, essaye des affaires, tu sais. Puis ça a peut-être pris, je ne sais pas, moi, un, 2, 3 ans avant que, ah là, j'avais comme moins de bobos. Je pouvais courir un petit peu plus longtemps, un petit peu plus souvent, puis éventuellement, je courais sans douleur. Puis là, à force de répéter ça à mon frère, ben, lui, il s'est essayé, il a persisté. Puis là, l'été passé, j'organise une course, moi, à Caraquette, au Nouveau-Brunswick. Ça s'appelle Course Caraquette. Puis il y a différentes distances. Là. Il y a 5 km, 10 km, 25 km, 50 km. Fait que là, il était descendu pour l'été. Puis il habitait chez nous pendant que j'organisais la course, tout ça. Puis quelques jours avant, là, il me disait, hey, Mathieu, je viens de m'inscrire aux 25 km. J'ai dit, ah, voyons donc. Le gars qui ne pouvait pas courir, tu sais. Puis il ne courait pas tellement ce temps-là, là. Mais il s'est rendu jusqu'au bout. Puis depuis ce temps-là, là, il court un peu, là, Ah régulièrement. ouais. Mais écoute, pour revenir à ce que tu disais, pour faire du push là-dessus, c'est Ouais. fou que comment tout part du mindset, hein? Ah oui, tellement. Si on veut, on va trouver le moyen. Il faut juste Ça prend de persister. la détermination, puis de focuser sur un objectif et non de focuser sur des douleurs, parce que sur Ouais. qu'est-ce que tu focuses, ça va prendre d'expansion dans ta vie. Oui, absolument. C'est vrai. Puis même, tu sais, il y a des études qui ont été faites là-dessus par rapport aux douleurs. Tu sais, plus qu'on pense à une douleur, plus qu'on l'amplifie, puis c'est pas seulement, tu sais, comme dans la tête, là. C'est qu'on crée des circuits Ouais. neuronaux vers notre douleur. On renforce ce circuit-là, ça devient une autoroute. Mhm. C'est fou, hein? C'est Puis, fascinant, hein? ouais, moi, ce que je me suis. Là où j'ai vu la vérité de ça, c'est que j'ai encore des douleurs à l'occasion, j'ai encore des blessures. OK? Ça ne m'empêche pas de courir, je continue, mais souvent, je ne peux pas m'empêcher de focuser là-dessus puis de m'inquiéter. Puis on dirait que plus que je m'inquiète, plus la douleur amplifie. Puis une bonne journée, j'avais une grosse douleur au genou. Puis j'avais un 21 km qui s'en venait, puis il était important pour moi. Je voulais le gagner, celui-là. C'était une course locale. Ça faisait plusieurs années que je faisais cette course-là. Puis j'arrivais tout le temps proche du podium, ou bien j'arrivais deuxième place, troisième place. Puis je me dis, une bonne journée, je vais le gagner. Tu sais. Puis, fait que là, je m'étais entraîné particulièrement dur pour celui-là. Puis j'avais cette douleur au genou là qui me hantait. Puis plus la course approchait, plus j'avais mal au genou. Puis même que la veille de la course, j'avais de la misère à sortir du lit. Mais je Ouf. me suis dit, hey, regarde, je ne vais pas gaspiller tout cet effort-là, je vais prendre le départ pareil. Puis je vais prendre le départ pareil, je vais me présenter, je vais y aller. Je me présente la journée de la course, prends le départ, paf, plus de douleur au genou. Je pars, je dis, voyons, ça ne se peut pas. Continue, continue, ah oui, cours. Passe. Je ne me souviens pas si je l'ai gagné ou quoi que ce soit, mais je me souviens que j'ai bien fait. Puis, j'ai pas eu mal au genou du tout de la course. Puis, j'ai plus jamais eu mal au genou après. Ah ouais. Ouais. Fait, pour moi, c'était le stress. C'était vraiment, on dirait, des fois, notre tête cherche des excuses, elle cherche un prétexte. Notre nervosité va à un endroit dans notre corps. Là. C'est un peu ça le sentiment. Tu sais. Ouais, 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 ouais. Puis, je trouve ça un peu dangereux peut-être de parler de ça. Là. Comme je ne vais pas dire aux gens la douleur est juste dans votre tête. Tu sais, des vraies blessures, ça existe. C'est clair. Non, non. Ouais. Mais on a quand même un certain contrôle là-dessus. Puis des fois, il faut se poser la question. Est-ce que j'ai tant mal que ça ou est-ce que je suis anxieux? Tu sais? Mhm. Moi, je me Ah, rends compte, les journées où je suis fatigué, là, ben, si j'ai des douleurs,
ils sont 10 fois pires. Juste parce que, tu sais, j'ai comme pas Tout est d'énergie amplifié. mentale, je suis plus Ouais, anxieux, ouais, puis ouais. là, les bobos sortent. Ouais. OK, super ça. Puis, comment que ça fonctionne au juste le coaching avec toi? Ben, j'ai différentes formules. Mais c'est essentiellement, je fais du coaching personnalisé. Ça fait, OK. les gens vont remplir un formulaire, tu vas poser un peu de questions sur leur raison pour courir. Moi, c'est la première des choses. Ça, c'est super important pour moi. Euh, de savoir exactement qu'est-ce que la personne cherche à accomplir par la course. Est-ce que la personne court pour son plaisir uniquement ou principalement, si on veut, parce que nos raisons peuvent être multiples. Souvent, nos raisons sont multiples, mais Mhm. il y en a toujours une qui est comme plus importante que les autres, pareil. T'sais. Ouais, Il y a ouais, des ouais. gens, clairement, ils courent pour leur plaisir. Ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas sur Strava, ils ne prennent même pas de départ de course. Ils veulent juste aller courir parce que ça leur procure du plaisir, mais ils aimeraient quand même progresser, avoir une certaine structure. Fait, ça, c'est, disons, une catégorie, les gens qui courent uniquement pour le plaisir. Puis à l'opposé de ce spectre-là, parce qu'il y a vraiment toute une gradation, il y a ceux qui courent pour la performance, puis Mhm. pour gagner, puis pour avoir un temps spécifique aussi. Puis moi, j'accompagne les extrêmes, puis tout le spectre. Mais c'est important pour moi de savoir où ils se trouvent là-dedans pour bien C'est les clair. accompagner. Ouais, ouais, ouais. Je ne vais pas offrir le même entraînement à quelqu'un qui court uniquement pour le plaisir puis qui ne fait pas de course compétitive qu'à la personne qui cherche à améliorer ses chronos puis qui veut être sur un podium. Euh, mais je dirais quand même que moi, c'est pas mal la voie du juste milieu. Tu sais, ma philosophie, là. Parce que je pense que si on est à l'un ou l'autre extrémité du spectre, on ne sera jamais pleinement accompli. C'est la personne qui court uniquement pour le plaisir. Souvent, ils se mentent un peu. Quand ils courent uniquement pour le plaisir, en fait, c'est qu'ils ont peur qu'on les compare, ou ils ont peur de se comparer, ou ils ont peur de se commettre. Et ils ne veulent Mhm. pas prendre un départ parce qu'ils ne veulent pas échouer. Il y a Ouais. beaucoup de ça quand même. Ils désirent être en bonne forme, puis ils désirent participer peut-être à la communauté de course des fois, mais ils n'osent pas. Je ne dirais pas tout le monde, mais il y en a beaucoup quand même. Puis à l'autre extrémité du spectre, ceux qui sont beaucoup plus dans la performance, il y a un aveuglement là-dedans. Puis il y Ah a ouais, beaucoup de danger là-dedans. c'est clair. Puis je pense qu'on peut trouver du plaisir à performer. On peut, je pense qu'il y a quand même moyen d'unir le plaisir et la performance. Pour moi, Mhm. il est là le juste milieu. Puis, tu sais, le problème de la performance, si tu me permets, c'est que ça peut devenir maladif rapidement, tu sais. Oui, Puis moi, même moi, je le sais quand j'ai commencé à courir sur route, là, puis je pense que c'est les classiques d'un peu tout le monde. Tu te dis, ah, ben là, je fais mon 5 en 30 minutes, fait que là, j'aimerais ça faire mon prochain step, c'est 27 minutes. Après ça, puis là, un moment donné, après 2 3 ans ou un certain temps, tu stagnes, puis là, tu es comme, ben là, comment ça, j'améliore plus mes temps, comment ça que. oui. Puis là, c'est là que faut que tu trouves d'autres motivations que juste ça, parce que sinon, ça va finir par s'échouer. Oui, c'est vraiment un bon exemple que tu donnes là. Puis je me retrouve là-dedans aussi. Là. Je veux dire, je l'ai vécu, cet aspect-là. Tu sais, je te parlais de mon demi tantôt, là, que je voulais gagner, puis je voulais un certain chrono, puis tout ça. Je l'ai fait longtemps, ça, là, pendant plusieurs années, euh, être à la chasse au chrono puis au podium. Là. Puis il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. À cette heure, ben, j'ai pas mal plus de plaisir. Je suis encore content d'avoir des bonnes performances de course. Je veux dire, si j'ai la chance d'avoir un podium, je vais le prendre. Je vais foncer, je vais y aller, mais pas à tout prix. Mais je suis Pas tellement au prix d'accord de avec ma toi de santé trouver un. mentale. Oh, Ouais, c'est je ça.
Excuse-moi, je t'ai coupé, mais je suis Ah, tellement vas-y. d'accord avec toi de l'équilibre, c'est vraiment ça, la recette gagnante, là. Ouais. Ouais, fait que j'ai-tu répondu à ta question, à quoi ça ressemble le coaching? Oui, Première oui, oui. étape, c'est ça, c'est de figurer un peu où les gens se retrouvent sur le spectre. Qu'est-ce qu'ils cherchent à accomplir? Puis si Ouais, quelqu'un dit, ben moi, je veux faire un marathon, puis je vais améliorer mon temps, je ne vais pas juger la personne pour autant, là. Je ne ouais, vais pas ouais, lui ouais. dire, ben non, 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 il faut que tu cours pour le plaisir, il faut que tu aies du plaisir pendant que tu le fais. Moi, ces choses-là, ça va venir si je sens que la personne est en, comment je dirais ça, est mûre pour ça ou elle cherche autre chose. Et Mhm. si la personne me dit, hey, regarde, j'ai fait mon marathon, puis ça ne m'a pas apporté ce que je voulais, ben là, il y a ouverture à discussion, puis c'est ça, c'est une discussion. Moi, je ne veux pas dire à la personne, tu devrais penser autrement. Chacun son chemin. Moi, ouais, c'est un peu ça mon approche. Puis, est-ce que tu accompagnes autant des coureurs, coureuses de route que de trail? Je dirais que c'est à peu près 25-75. 25 course sur route, 75 course de trail présentement. OK, OK. Ouais. OK, super. Donc, fait que ton site, c'est courairzone.com, c'est ça? .ca. .ca, OK, parfait. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés. Puis, écoute, là, j'avais hâte de parler de ça avec toi. Ton premier Ultra Trail, comment ça s'est passé en 2016? Ouais, OK, ouais. 2016, c'était le 100 km du Mont-Albert. Exactement. Ouais. Ben, moi, mes premières expériences dans tout, là, je me lance tête baissée, là, comme on l'a dit tantôt, là, 800 mètres sans jamais avoir couru, le marathon sans jamais avoir pris un départ d'une course sur route, le Ironman tu sais, en un an. Ben là, c'est ça, c'est 100 km en montagne. Je crois que c'était 6 000 mètres de dénivelé. Ouais. Euh, Puis j'avais jamais mis le pied dans un sentier. Je me suis entraîné sur mon tapis roulant parce que T'as tout fait tes entraînements sur un tapis? Puis, hey, juste se remettre à l'époque aussi, là, mettre les gens en contexte. En 2016, là, c'était de loin la course la plus difficile au Québec en trail, là. ouais, il n'y en avait pas beaucoup encore, je pense. Tu sais, il Ouais, y avait Arcana, je ne sais même pas si le 125 était apparu. ouais. En tout cas, Ouais. je ne recommanderais pas aux gens de prendre cette approche-là. Moi, j'arrivais de la course sur route, puis là, tu sais, je venais de faire une préparation marathon. J'avais fait mon marathon, puis là, moi, Albert, je ne sais pas, c'était peut-être un mois après ou quelque chose comme ça. Puis je me suis préparé en continuant à courir sur le tapis comme j'avais fait pour me préparer pour le marathon. Puis, ouf, je me suis cassé la gueule, là, solide. C'était bon, c'était épique comme expérience. Je vais essayer de résumer ça, là, parce que c'est quand même, ça a duré 24 heures. Là. Je vais essayer de résumer 24 heures en 2 minutes et demie ou quelque chose Non, du non, non, genre. non, ouais, prends tout ton temps, c'est un podcast, ça m'intéresse Ouais. tellement cette histoire-là. OK, bon. Ben moi, je pars avec la mentalité d'un coureur sur route, là. Je ne Mhm. comprenais pas encore, là. Tu sais, moi, j'avais un pace en tête, là. C'était comme, hey, mon 100 km, je vais le faire sur un pace de tant de minutes du kilomètre, puis Oh my God. moyenne. Fait que là, hey, je tape la première montagne, là. Puis à un moment donné, tu es sur tes mains puis tes genoux là, pour grimper, tu sais. Là, il a fallu que je révise mon plan un peu, là, mais moi, je lâchais. Je commençais à voir que, oh, ouais, OK, c'est pas ce que je pensais, là. Euh, Je suis mais pas dans le pace, là. ouais, c'est ça, je n'étais pas trop dans le pace. Mais le premier 25 km, là, j'ai tellement poussé, là. Je poussais comme si j'étais sur un 10 km route, là. OK, Puis, OK. j'étais dans, tu sais, peut-être dans le peloton de tête, là. Mais là, après 25 km, je me suis rendu compte que ça ne passerait pas parce que je commençais à en ressentir les effets déjà, là. Des bonnes crampes, pas mal épuisé. Fait que là, j'ai commencé à ralentir un peu quand même. T'avais déjà brûlé pas mal de cartouches, là. Ouais, j'avais brûlé pas mal de cartouches, c'est ça.
Ben, il s'est passé quelque chose d'autre à 25 km aussi. C'est que là, il y avait ce gars ici qui avait des cloches à ours. Puis il était pas mal de la même vitesse que moi, puis ça faisait une couple de kilomètres qu'on était ensemble. Puis ça m'agaçait sérieusement, là. Les cloches, là, le gling, le gling, le gling, le gling. Puis là, je me disais, bon, ben, je vais arrêter de pisser. Puis, tu sais, il va prendre de l'avance, puis j'entendrai plus ses cloches, puis après ça, on va être séparés, puis c'est correct, tu sais. Fait que là, bon, j'arrête de pisser, là, je prends une petite bouchée, quelque chose comme ça. Je me dis, bon, on va le laisser prendre ses distances. Je repartais à courir. Ben là, lui, il arrêtait de pisser ou il arrêtait de prendre une bouchée, puis je le rattrapais. Puis là, je me retrouvais encore avec lui, avec les cloches. Fait que j'arrive au ravito à peu près à 25 km, puis je me dis, OK, là, il faut que je prenne mes distances. Puis là, je décolle, il y avait une bonne descente, puis c'était sur un chemin bien droit, c'était sur un chemin véhiculaire. Fait que là, je me dis, OK, tu sais, là, c'est la chance de reprendre un peu de temps perdu, puis de me distancer du gars avec les cloches. Fait que je prends ça, cette descente-là, puis je décolle. Mais il y avait un petit virage. Il fallait virer dans une petite trail sur le côté. Puis il n'y avait pas plus d'indications que ça. C'était juste un petit drapeau rose de plus, là, tu sais, puis là, tu vires là. Fait que moi, je continue tout droit, cours, puis à un moment donné, j'étais 8 km dans la mauvaise direction. Oh! Puis le directeur de course s'en venait en camion avec son camion rempli de coureurs qui avaient pris le mauvais chemin aussi. Ah, tabarnak. Et il dit embarque! Je dis, ben là, je dis, vas-tu être disqualifié ou quelque chose? Je suis comme, non, non, il dit, t'as pris le mauvais chemin, embarque! Fait que là, j'embarque, il nous ramène à l'intersection, puis là, on repart, tu sais. Ben là, moi, quand je suis arrivé là, je me suis dit encore comme mentalité de coureur sur route, là, ben là, il faut que je rattrape le temps perdu. Ça fait que là, pousse, puis pousse, puis pousse pour encore un autre 25 km. Puis quand je suis arrivé à 5 km, il y avait un ravito là, c'est un chalet. Puis, tu sais, des fois, quand tu es dans le roulant, là, tu ne te rends pas compte à quel point tu es magané. Tu continues, tu roules, tu pousses, mais tu ne te rends pas compte le mal que tu te fais. Puis je suis arrivé là, il y avait un petit lac, puis j'ai vu mes parents. Mes parents me suivaient sur ce course-là. J'ai vu mes parents, ils m'ont dit, hey Mathieu, va faire un saut dans le lac. Ça va te faire du bien. Parce qu'ils voyaient que. Je commençais à être toasté un peu. Oui, c'est ça. Je commençais à être toasté. Va faire un tour dans le lac, ça va te faire du bien. Tu sais. Je fais comme, ah ouais, OK. Et j'embarque dans le lac, puis tout saisi. Paf! Tu sais, le fret sur tes muscles, là, quand ils sont maganés, là, ça a tout saisi, ça. Puis en plus, j'étais échauffé, excuse-moi, mais sur le bord des couilles et des cuisses, là. Ouais. Ça a tout saisi, ça, d'un coup, là. Hey! J'ai lâché le cri, moi. Fait que là, c'est ça. Je sors du lac, puis le chalet était juste à côté. Puis là, mes muscles étaient saisis bien raides, là. Puis j'avais juste une coupe de marche à monter pour me rendre dans le chalet, puis je ne pouvais pas les monter. Il fallait que je m'appuie sur la main courante, comme si je venais de finir un marathon, là, ou un 10 km intense, là, que la course est finie, ça fait 2-3 minutes que tu poirotes, là. Puis là, quand tu veux te remettre en marche, c'est vraiment pénible, comme si tu as 2 jambes de bois, là. Ouais. Ben là, c'était ça. Je ne pouvais pas monter les quelques marches pour me rendre dans le chalet, puis j'étais juste à 50 km de ma course. À mi-chemin, là. À mi-chemin, oui. Fait que c'est là que ça a dégringolé, là. Mais moi, j'étais allé là pour vivre ça, là. Tu sais, mon idée encore que c'est tout dans la tête, là, qui, dès ma première course, mon 800 mètres, là, je l'avais encore pareil, tu sais. Je me disais, non, non, il y a quelque chose là, tout le monde continue de répéter ça, que c'est tout dans la tête, puis il faut être fort mentalement, puis si tu es fort mentalement, tu vas passer à travers de n'importe quoi. Fait que, moi, j'étais encore parti avec cette idée-là, c'est tout dans la tête. Mais chose qui est quand même pas mal vrai en ultra-trail, là. Ouais, ben c'est ça que j'aime de l'ultra-trail, entre autres, là. C'est que là, ce dicton-là, il trouve toute sa vérité, là. Parce que tu vas casser souvent dans un ultra. Tu vas. À moins de le marcher, là, puis même si tu le marches, c'est tellement long, un 160 km ou un 100 km, tu arrives au bout, tu es magané, en maudit. C'est clair. Tu as vécu l'enfer pour te rendre jusqu'au fil d'arrivée, là.
Ouais. Peu importe comment tu l'entreprends. Tu sais. Fait, là, ben, c'est ça, 50 km, tout le monde, quand ils m'ont vu, ils ont essayé de me décourager de continuer. Là. On dit non, non, toi, tu restes ici. Là. Il y avait des physios sur place, il y avait des massos, et ils me voyaient marcher. Ils disent, il n'est pas question que tu repartes. Là. Non, moi, c'était, je vais finir ce course-là, même si je l'ai fini à quatre pattes. C'était ça. J'avais tout ça déchauffé là, sur les cuisses. Là. Je me suis demandé, ben, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Tu sais? Puis là, j'ai demandé sur place, avez-vous de la vaseline? Parce que moi, je n'avais jamais pensé à ça, je n'avais jamais vécu ça. Tu sais? Puis, ouais, oui, OK. Fait que quelqu'un me donne un pot de vaseline. Je dis, avez-vous des ciseaux? Il me donne des ciseaux. Fait que là, je m'en vais dans une petite cabine. Je pogne mes bobettes. Je découpe mes bobettes. J'avais des espèces de boxers. Fait que je coupe mes bobettes pour que ça frotte moins. Je mets de la vaseline là-dessus. En tout cas, j'essaie de trouver des moyens pour poursuivre. Fait que là, je repars euh, euh, péniblement. Mais à un moment donné, quand tu pognes du momentum, tu pognes ton roulant, curieusement, tu parviens à courir de nouveau. Ça fait que j'avance. À un moment donné, j'avançais pas mal plus lentement, par exemple. C'était genre un petit jogging puis beaucoup de marche. Entre deux ravitaux, je manque d'eau. Puis là, ça faisait mal. J'avais plus d'eau. J'avançais péniblement. Il y avait des grosses montées. J'étais obligé de les monter à quatre pattes parce que je ne pouvais pas me tenir sur mes jambes comme il faut. S'il y avait des descentes plus raides, c'était très pénible. Je ne pouvais pas courir en descente. J'étais trop magané. Mais Ça là, fait je suis curieux de te poser une question. Le gars au Clutch House, il était encore là? non, non, non. Lui, lui, il devait avoir de l'expérience. Je pense qu'il ne s'est pas trompé de chemin. C'est ça qui a fait que je me suis distancé de lui. Mais petite anecdote par rapport à ça, là, je ne vais pas trop m'égarer, là, mais pendant que je le suivais, puis il me rattrapait, puis tout ça, hey, j'ai passé je ne sais pas combien d'heures là, à avoir ces petites tâches fatigantes-là, tu sais, alentour de moi. J'ai travaillé mon mental beaucoup. Ben, deux choses que je me disais, c'est ah, Mathieu, c'est une chef de montagne. C'est une chef de montagne, il y a une petite cloche autour du cou, tu es dans les montagnes, Mathieu, tout va bien. C'est une chef de montagne. T'sais. Fait que là, ça m'aidait un peu à oublier cette petite cloche-là, puis à décrocher, puis tout ça. Puis à un moment donné, ben là, ça ne marchait plus. Fait que là, comment je vais faire pour m'enlever cette cloche-là de la tête, ou au moins l'accepter, tu sais. Je me disais, non, non, OK, essaye pas de l'oublier, essaye de l'accepter, tu sais. Fait que moi, j'aime beaucoup Noël. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, ah, c'est la cloche du Père Noël. C'est la cloche du Père Noël, Mathieu. Tu sais. Là, pendant je ne sais pas combien de temps, c'est correct, Mathieu. Ça Hey, tu va être suis Noël Père Noël. bientôt. Ouais. Ben, bon, pour revenir à ce bout de course-là où j'étais pas mal T'arrivais fini. au ravito de 70, je crois, puis que tu avais. Ben, là, j'étais comme quelque part entre le 50 et le 70, là, peut-être à mi-chemin, puis j'ai manqué d'eau. Ouais. Ben, tu sais, c'était peut-être une quinzaine de kilomètres là, entre les ravitaux. Puis une quinzaine de kilomètres, quand ça va bien, c'est pas si pire. Là. Ça peut être 2 heures en montagne, Ouais. 3 heures, mais c'est déjà long. Tu sais. Mais quand ça va pas bien, c'est 5, 6 heures. Là. Puis en plein mois de juin qui fait chaud. C'est ça. Puis là, j'avais pas d'eau. En quelque part, tu sais, pendant une couple d'heures entre ça, j'avais pas d'eau. Puis quand je suis c'est ça. C'est qu'ils ont manqué d'eau à ce ravito-là en question. Puis moi, en plus, j'en avais pas d'avance. Fait, finalement, j'arrive au 70e kilomètre, à peu près. 70-75 kilomètres. Puis là, il y avait une grande tente. C'était l'orage. Un orage, il y avait des éclairs, puis à un moment donné, je me suis demandé, ben là, devrais-tu me cacher d'un trou en quelque part parce que je m'enligne pour le sommet d'une montagne, puis il y a des éclairs. Tu sais? Puis c'était la grosse averse. Mais j'arrive finalement de peine et de misère à ce ravito-là. Il y avait une grande tente, tout illuminé tout le tour. Puis j'étais comme, ah, je suis sauvé. Tu sais?
je vais pouvoir me mettre à l'abri un peu, puis je vais être correct, je vais pouvoir continuer, je vais avoir de l'eau, etc. Là, j'approche de cette grande tente-là. Je voyais quelqu'un sur une grande table de massage qui vibrait, tu sais. Je disais, wow, tu parles de setup, toi, hey, là, je vais être bien, je vais me refaire des forces. J'arrive, je m'installe sur le bord de la table pour prendre une coupe de bouchée. Puis ça fait pas 30 secondes que je suis là, puis tout bord, mais solide, des crampes, des crampes dans tout le corps. Puis je dis, y a-tu un médecin? Je pogne le premier bénévole, puis je dis, y a-tu un médecin? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, tout vient de cramper, mais indescriptible la douleur que j'étais dedans. C'est des pieds à la tête crampés, parce que là, je passais je bouge, je suis dans le froid, tout ça, mais je bouge. Immobilité totale, j'étais déshydraté, parce qu'ils avaient manqué d'eau au ravito d'avant. Fait que là, ils me disent, ouais, viens par ici, on a du personnel médical. Fait qu'il m'amène sur la table de massage que j'ai vue tantôt. Puis là, le gars, il n'était plus là. Il m'embarque sur la table de massage, que je pensais qu'elle était une table de massage finalement. Parce qu'ils m'ont couché là-dessus, puis je me suis mis à shaker. Là, je tremblais, tu sais, de froid, d'épuisement, de déshydratation. Puis je crampais sporadiquement, là. On aurait dit que j'avais des contractions. J'ai vu ma femme accoucher, là. Puis c'est à tous les temps de temps, là, comme ça pogne, là. Puis ça fait mal, puis tu cries, tu sais. Ben là, c'était ça, là. Ça figeait le corps au complet, puis ça faisait mal, là, je serrais les dents. De dire que j'ai vécu là-dedans, là, c'était comme c'était surréel. Surréel. J'étais dans l'orage, tu sais, dans le milieu de nulle part, sur le sommet d'une montagne, dessous d'une petite tente illuminée, puis j'étais en train de souffrir comme c'est pas possible. Puis là, ben, le but, c'était de me réhydrater. Ça fait, ils m'ont donné du Gatorade, ils m'ont donné des bananes, ils m'ont donné du bouillon. Fait là, j'essayais de me ramener avec ça. Puis à un moment donné, ils ont voulu me donner l'intraveineuse. Puis là, moi, j'avais vu des reportages sur toutes sortes de courses. Puis c'est quand tu prenais l'intraveineuse avec du soluté, tu étais éliminé de la course ou tu avais une pénalité. Fait que là, ils voulaient me donner l'intraveineuse pour me ramener. J'ai dit non, non, j'en veux pas, parce que moi, je ne voulais pas être disqualifié, puis je ne voulais pas avoir de pénalité. Je voulais encore finir ma course. Ça fait que. Là, le docteur, qu'est-ce qu'il te disait? Ben, eux autres, il n'était pas question que je continue, là. Mais j'étais encore dans les quatorze. Parce que j'avais tellement roulé fort sur le premier 50 km que même si ça avait été super mal entre le 50 et le 75, j'étais encore dans les quatorze. Puis là, je regardais le temps passer, puis tu sais, je savais qu'il fallait que je parte avant une telle heure, sinon j'étais disqualifié, là. Fait que là, c'était envoyer les bananes, envoyer le bouillon, envoyer le Gatorade, puis les crampes pognaient, puis c'est comme, non, ça va passer, ça va passer. Puis finalement, OK, ça s'est calmé un peu. Il m'avait mis des couvertures de survie, des sleeping bags, tout ça pour me réchauffer. Puis éventuellement, ça s'est calmé assez que j'ai pu me lever de là. Ils ont pu prendre quelqu'un d'autre pour le mettre sur la table parce que là, c'était le déluge, puis c'était comment je dirais ça, quel mot employer, mais c'était. Ben, il y en a plein qui rentraient dans le même état que moi, là. Mm-hmm. C'était comme, prends pas trop de temps sur la table parce qu'il y en a d'autres qui en ont besoin. C'était fou, raide. Fait que là, je me lève de la table, puis j'avais de la difficulté à tenir sur mes pieds, puis à marcher pour me rendre en arrière de la tente pour aller épicer. C'était un shuffling, là, genre, tu glisses les pieds de quelques centimètres à la fois, incapable de lever le pied, là. Mais je m'étais dit, je vais me rendre jusqu'au bout, même s'il faut que je rentre. Puis j'avais encore cette idée-là dans la tête. C'est tant que je suis dans le cut-off, je continue. Fait que je suis reparti. Je suis reparti. Demande-moi pas comment. Je suis arrivé à. Tranquillement, je marchais. Là, j'ai commencé à jogginer. Puis là, j'avais le fermeur de course en arrière de moi. J'étais le dernier, là. OK. Le fermeur de course m'a rejoint.
Puis lui a dû penser, qu'est-ce qu'il fait là? Tu sais, il me fait perdre mon temps, là. Je ne pouvais pas marcher. Tu sais, c'est vraiment un shuffling indescriptible, là. Mais je me suis dit, ah, peut-être que le sang va se remettre là-dedans, puis je vais être correct, ou bien je le ferai en rampant s'il faut, tu sais. Puis finalement, c'est ça, il y avait une petite descente à un moment donné, puis j'ai juste comme pogné un roulant. Puis un petit peu plus vite, un petit peu plus vite. Puis là, tout d'un coup, là, c'était, il y a comme une switch qui s'est allumée dans ma tête. Je pense que c'est un état de survie. Ah, J'ai ouais. lu là-dessus après, là, puis ils disent on a des réserves insoupçonnées que le corps va seulement te permettre d'y accéder si tu es en état de survie. Le corps économise toujours quelque chose parce que s'il vient un ours en arrière ou un lion, là, puis que tu as besoin de sprinter, il veut que tu sois capable de le faire. C'est clair. Fait que là, ce roulant-là, juste cette petite descente-là m'a comme donné du momentum. Puis je suis reparti à courir. Puis quand j'ai vu que je pouvais courir, là, c'est dur à décrire l'expérience que j'ai vécue. C'est comme si j'étais en dehors du temps. Et je me sentais comme surhumain. J'ai jamais, je pense que je n'ai pas couru aussi vite de toute la course. Je suis passé d'un état de je pourrais mourir pratiquement, on dirait. Puis je ne suis pas capable de faire un seul pas. Je cours, je cours, je cours. Les jambes roulaient, 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 roulaient. Tellement que j'ai rattrapé du monde dans la course. Puis le fermeur de course, lui, là, quand il m'a vu là, commencer à courir comme ça, il capotait. Là. C'était un Français de France, puis je ne veux pas moquer des accents, mais tu sais, moi, dans ma tête, je l'entends encore, c'était comme Ouais! Hey, ça va, vas-y, hey, t'es capable, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Il chavirait en arrière, tu sais. Ouais, il était tellement surpris, il ne comprenait pas, tu sais. Puis là, finalement, on a rattrapé du monde, puis là, il était comme déçu parce qu'il était comme curieux de savoir la suite, là, tu sais. Moi, je partais, j'en dépasse une coupe. Puis finalement, c'est ça. Je n'ai pas arrêté ce roulant-là jusqu'à ce que j'arrive au bout de la course. Fait, je ne recommanderais pas à personne de faire ce que j'ai fait, mais je suis content de l'avoir fait une fois. Je suis content d'avoir été jusqu'au bout de cette expérience-là que je voulais vivre, de dire je vais aller puiser tellement creux, là, et je vais ramper s'il faut, mais je vais me rendre jusqu'au bout. Je l'ai fait. Là. Puis, ouais, c'est ça. On dirait que c'est le genre de choses que je ne veux pas. Des fois, j'hésite un peu à en parler parce que c'est tellement comme précieux puis spécial. Puis les gens m'entendent parler avec enthousiasme de ça, puis ils vont peut-être vouloir reproduire ça. Mais en même temps, je me dis, peut-être comme pas un exemple à suivre non plus, là. Je pense en comparaison, David Goggins. Euh, David Goggins, on le cite souvent en exemple parce que lui, c'est ça son approche, mais tout le temps. Il se met continuellement dans des états comme ça. Puis sa première course à lui, un 160 km sur une piste, je pense, il s'était tellement amené à bout que il pissait du sang, ses reins avaient lâché, il s'était chié dessus. Puis finalement, sa blonde de l'époque ou sa conjointe de l'époque l'avait amené sur son dos dans son appartement, puis elle avait couché dans le bain, puis pensait qu'elle allait mourir là, dans son vomi, dans sa marde, fait que, il y a beaucoup de gens qui admirent ça, puis qui aspirent à ça, puis je ne voudrais pas encourager les gens dans ce voie-là non plus, en tout cas, je t'ai dit avant l'entrevue que j'étais un livre ouvert, j'avais pas de fil, puis j'étais prêt à parler de n'importe quoi. Là. Ben, c'est là que je suis allé. Là. Parfait. Ben écoute, merci de ton partage, là, puis merci de ton humilité aussi à le faire. Là. Hmm. Ah Puis ben, comme je dis, félicitations d'être passé au travers. ah, ouais, euh, merci. Ça me gêne un peu, comme je dis, je sais pas, encore aujourd'hui, je sais pas trop comment
comment m'y prendre avec ça. Je ne veux pas cacher ça en même temps. C'est quand même un apprentissage. Moi, j'ai une curiosité. Ce qui m'attire dans ce genre de course-là, dans ce genre d'épreuve-là, ben, ton podcast s'appelle Repousser les limites. En quelque part, c'est un peu ça qu'on cherche toutes, là, les ultramarathoniens. C'est voir jusqu'où on peut se rendre, sont où vraiment nos limites. Puis là, la seule façon de le savoir, c'est de les dépasser. C'est de faire ce genre d'expérience-là, de dire, elle est où vraiment la limite? Mhm. Le danger, c'est d'essayer de s'y rendre à chaque fois puis de se mettre en état de danger sérieux. Parce Ouais, que dans les clairement. courses d'ultra, on est vulnérable. Tu vois, là, j'étais dans les chic-chocs. La seule façon, à certains endroits, de retirer les coureurs de là, c'est par hélicoptère. Si, pour une raison ou une autre, je n'avais pas réussi à continuer à courir comme je le faisais, peut-être que je me serais écroulé sur le bord du sentier puis je me serais retrouvé dans le même état que j'étais à 70 km, en crampes, puis en tremblement, puis en hypothermie. J'aurais pu y passer. C'est quand même très dangereux de se rendre là. Mhm. À cette heure, j'aborde les choses différemment, Ouais, ouais, ouais. quand même. Je cherche certaines expériences d'apprentissage. Il faut que ça soit une aventure. Il faut que je me dépasse jusqu'à un certain point. Mais je suis père de 2 enfants. Il y a des gens qui m'aiment et qui comptent sur moi. Pas juste mes enfants. J'ai mon frère avec qui je suis en affaires, j'ai ma conjointe, j'ai des parents, des frères, etc. Tous ces gens-là qui tiennent à moi, puis je tiens à eux, puis je tiens à ma vie. Ça fait à cette heure, je suis comme content de l'avoir survécu, mais je ne vais pas me mettre nécessairement dans cet état-là de nouveau. Il y a comme certains paramètres à cette heure que je veux respecter, là. Mhm. Pour donner un exemple, une des courses que j'ai faites après, j'ai fait un 160 km. En fait, je ne me suis pas rendu jusqu'au bout. C'était le 160 km Gaspésia. OK. C'était ma deuxième expérience d'Ultra Trail. Je ne crois pas qu'il y en a eu entre les deux. Peut-être qu'il y en a eu d'autres que j'oublie, là. Mais là, c'était ça, 160 Gaspésia. Puis cette fois-là, à 100 km, 120 km, je suis tombé inconscient, puis je me suis réveillé dans la boue. Puis c'était subitement. Je me sentais pas mal, je me sentais pas étourdi. C'était le matin qui se levait. Je suis arrêté en quelque part pour prendre quelque chose dans mon sac, puis je me suis réveillé dans la boue, puis je ne savais pas combien de temps ça faisait que j'étais là. Ça fait que là, cette fois-là, j'aurais pu continuer. Je me sentais bien avant de tomber évanoui. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui se serait passé si j'étais tombé évanoui en dehors de la piste, par exemple? Si je m'étais trompé de chemin, parce que je m'étais trompé de chemin dans cette course-là, à un moment donné, puis j'avais réussi à retrouver le chemin, mais qu'est-ce qui s'était passé si je m'étais trompé de chemin et j'étais tombé évanoui? On ne m'aurait jamais retrouvé. Ça aurait pris un maudit bout de temps avant qu'on me trouve. Si j'avais quelque chose de sérieux, là. Euh, Puis l'autre chose aussi, je me disais, ben, il y a des passages difficiles dans la montagne, puis dans la trail. Qu'est-ce qui se serait passé si j'étais sur le bord d'un ravin? Tombé évanoui. Tout Ouais. ça peut arriver, là. Ça fait que là, cette fois-là, je me suis dit, ben, la chose à faire, c'est d'abandonner la course. Puis après coup, je peux voir que j'ai bien fait parce que il y a des sérieux problèmes de connexion dans ce bout-là. Là. La Gaspésie, ce que j'ai compris, c'est que les satellites se trouvent beaucoup du côté des États-Unis, puis les chaînes de montagnes gaspésiennes, ils bloquent les signaux. Ça fait même les téléphones satellites qui sont supposés d'avoir du signal n'importe où sur la planète, ils ne fonctionnent pas. Puis cette fois-là, tu vois, par une chance incroyable, je débouche sur un chemin de terre, puis il y a un camion de pompiers qui passe.
Puis c'était des secouristes qui travaillaient pour la course comme bénévoles. Puis c'est ça, ils m'ont vu, puis ils ont dit, t'es-tu correct? Tu sais, je dis non, je vais abandonner la course. Fait qu'ils ont dit, OK, embarque. Puis eux autres, ils étaient en train de chercher des coureurs qui étaient perdus. Puis ils n'arrivaient pas à communiquer entre eux, parmi les Oh. bénévoles, pour savoir, eh bien là, vous êtes où, l'avez-vous trouvé, etc. Tu sais. Fait, si les bénévoles n'arrivaient pas à communiquer entre eux avec des téléphones satellites, puis qu'il y avait des gens perdus, puis ils ne les retrouvaient pas, puis ça faisait des heures, je me disais, OK, j'étais en sérieux danger. J'ai bien fait de ne pas poursuivre cette fois-là. Tu sais. Ah, ouais, c'est clair. Puis, mais sinon, il y a Cape 100 qui Oui, s'est super bien passé pour toi. oui, 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 ça c'est ben, une de mes belles expériences où toutes les étoiles étaient alignées. C'est toutes des bonnes expériences. Moi, il n'y a aucune Ouais, course ouais. que je regrette. Là. À chaque fois, j'apprends des affaires, je trippe, là. Même quand je me casse la gueule. Là. Des fois, les courses qui vont le plus mal, ça fait les meilleures histoires par la suite. Clairement, je suis C'est ceux qu'on se souvient 102% le d'accord plus. avec toi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, fait que c'est ça, Cape 100, ben, c'était, si je me souviens bien, bon, c'était 160 km, puis à peu près 5000 mètres de dénivelé. Là. Puis ça, c'était au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Euh, puis cette course-là, tu vois, après plusieurs expériences en ultra-trail, là, je me suis rendu compte que j'aurais avantage à partir beaucoup plus lentement. Même si j'essayais toujours, après chaque course, de partir plus lentement que la fois d'avant, on dirait Ouais. que je ne partais jamais assez lentement. Puis Mhm. cette fois-là, je me suis dit, OK, là, l'objectif, c'est de la finir, tout simplement. Je veux terminer un premier 160 km, puis je veux le terminer comme il faut. Là. Fait que j'ai pris le départ en me disant, je vais être le dernier sur la ligne, le dernier en arrière, puis je vais rester là aussi longtemps que je sens que ce n'est pas le temps d'accélérer. C'est ça que j'ai fait. C'était difficile. Il y avait du monde de toutes sortes de niveaux qui faisaient plusieurs distances différentes. Mais non, je me suis dit, je vais être le dernier pendant un petit bout, puis je vais faire mon chemin progressivement dans le peloton. Ça fait, je ne sais pas après combien de temps, là, je me suis dit, OK, là, je commence à dépasser des gens, là. Mais progressivement, j'avançais, j'avançais, j'avançais. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais dans le peloton de tête, juste à maintenir un rythme raisonnable, puis à y aller progressivement en vérifiant mon rythme cardiaque, en y allant plus comme perception de l'effort. OK, es-tu capable de respirer comme il faut? Je jasais avec les autres, quelque chose que je ne faisais pas avant non plus. Avant ça, j'étais à un niveau d'effort pas mal plus soutenu, puis je n'aurais pas été capable vraiment d'entretenir une conversation. Je me poussais. Fait que là, c'est OK, rythme de conversation, bien relax. Puis progressivement, je me retrouve dans le peloton de tête. Puis il y avait une coureuse en particulier que je connaissais, je l'avais connue en Gaspésie, à Gaspésia. Puis je savais qu'elle était très performante. Puis là, je me suis lié d'amitié avec elle, puis on a jasé, puis on a fait un bon bout ensemble. Euh, puis à un moment donné, je me suis juste détaché dans un ravito. Puis ils m'ont dit à ce ravito-là, t'es en troisième place. Là, j'étais tout surpris. J'étais peut-être rendu à 100 km ou quelque chose comme ça. Tu es en OK. troisième place. Ben, ah ouais! Ben là, quand j'ai entendu ça, moi, je voulais la garder, ma troisième place. Là. Ça fait là, j'ai pris une approche différente. Je savais que l'autre en arrière était performant. Puis je me suis dit, ben, j'ai une chance pour un podium, je vais la prendre. Ça fait que j'ai accéléré le rythme légèrement, puis je me suis dit, OK, il ne faut juste pas qu'elle me rattrape. Puis si qu'elle me rattrape, ben ça va être une course. Je ne vais pas céder ma place aussi facilement. Là, puis finalement, ben, j'ai eu de l'énergie jusqu'au bout. Puis j'ai terminé ça en force. C'est preuve que la stratégie fonctionne bien.
Je l'ai bouclé en 24 heures. 160 km en 24 heures avec 5000 mètres de dénivelé. Pour moi, c'est comme assez respectable. C'est un très bon temps, oui. Ouais, c'est ça. Ça fait. Ouais, c'est comme une course qui est vraiment tout a bien été. Puis j'avais appris beaucoup aussi au niveau de la nutrition, puis de l'hydratation, puis tout ça à force d'expérimenter dans les courses de trail, là. Puis cette journée-là, tout a bien fonctionné au niveau de la bouffe, puis ouais, tout ça aussi. Fait, c'est ça, c'est une accumulation d'expérience qui a fait que, ouais, j'ai pu avoir ce succès-là. Hein. Puis ça ressemble à quoi ta nutrition pour un événement comme ça? J'ai une recette pas mal établie. Puis pour moi, c'est à peu près 300 km, pardon, 300 calories à l'heure. Ouais. 300 calories à l'heure, Ouais, c'est qui mon. est un bon ratio, ouais, ouais. Ouais. 300 calories à l'heure, c'est mon sweet spot. Puis je la prends surtout sous forme de gel au sirop d'érable. OK. Euh, Fait qu'un gel à tous les 20 minutes. Puis aux 3 heures à peu près, je vais me prendre du solide sous forme de bar Cliff ou bar NAC ou des choses comme ça, juste pour avoir un petit quelque chose de plus consistant dans le ventre. Puis c'est à peu près ça. Puis moi, c'est de garder ça simple, le plus simple possible. Euh, Tant que la recette marche, je ne la change pas. Puis à part de ça, ben, au niveau de l'hydratation, ça, c'est une partie que je suis encore en train d'expérimenter. C'est à peu près 500 millilitres à l'heure au minimum s'il ne fait pas chaud. Puis ça va aller à 750 millilitres à l'heure s'il fait plus chaud, puis même jusqu'à 1 litre à l'heure s'il fait bien, bien chaud, là. Puis la seule chose avec ça, c'est pour une raison ou une autre. Des fois, je vais tellement uriner souvent. Puis on dirait, c'est peut-être par rapport aux électrolytes là, que c'est pas juste l'hydratation, c'est combien d'électrolytes tu vas consommer aussi là, pour être capable de retenir ton eau. Fait que Ah. je suis encore en train d'expérimenter à ce niveau-là, mais ça ressemble à peu près à ça, là. 500 millilitres s'il ne fait pas chaud, puis jusqu'à 1 litre par heure s'il fait plus chaud. Mais là, je veux juste clarifier un truc. Mettons, quand tu as fait Cape 100, là, si tu t'en Ouais. souviens, tu as réussi à consommer 2 à 3 gels à l'érable à l'heure, même après 16, 18 heures, 20 heures? Oui, Ah oui, oui? ça a très bien passé tout le long. Je n'ai pas changé ma recette du tout. Puis l'affaire aussi, c'est qu'on peut facilement tomber de l'arrière sur notre nutrition, puis après ça, on ne peut pas la rattraper, là. Ah non, c'est clair. C'est Puis clair. en fait, je C'est pense que c'est comme pour ça l'effort que. aussi. Si tu pars trop vite, ben, à un moment donné, une fois que tu as banqué, soit dans la nutrition ou dans Ouais, l'effort, c'est tellement dur à rattraper. Ou un coup de chaleur. ouais, exactement, c'est ça. Fait, ouais, c'est ça. C'est pas mal la même logique. Il faut faire les choses comme il faut dès le départ, puis maintenir la routine. Puis c'est ça qui n'est pas évident. Puis je pense que quand je suis tombé évanoui à Gaspésia, c'est que durant la nuit, je suis venu un peu paresseux pour la bouffe. Ou bien j'ai comme perdu la notion du temps. J'ai perdu. À cause de ça, je pense que je ne me suis pas hydraté assez, puis je ne me suis pas alimenté assez. Je suis allé comme plus au feeling, mais tu ne peux pas faire confiance à tes feelings quand tu n'as pas dormi pendant la nuit. Non, non, non. Ça fait combien d'heures que tu cours, là? Ça fait, faut vraiment respecter notre routine. Puis à cette heure, c'est ça, je divise mes affaires par heure. En fait, par bloc de 3 heures. Fait que j'ai un gros ziploc que je mets 3 petits ziplocs dedans. Fait mon gros ziploc, c'est 3 heures. Mes petits ziplocs, j'ai 1 heure dedans. Fait que j'ai 3 gels au sirop d'érable que je mets dans un ziploc individuel. J'ai un autre 3 gels, puis après ça, j'ai ma barre Cliff, exemple. Fait bloc de 3 heures. Fait là, je suis capable de savoir qu'est-ce que j'ai consommé de cette façon-là. Si je fais juste prendre toutes mes gels puis je pitch ça dans mon sac, là, ben, j'en ai pris combien, je ne sais pas. Tu sais. Mhm. Fait, c'est être systématique comme ça, puis même je numérote mes sacs pour savoir, OK, je suis rendu au sac numéro tel. Est-ce que ça correspond à où est-ce que je suis rendu dans ma course au niveau du temps?
Ah, je suis Ziploc numéro 10, je suis à la 10e heure de course. Parfait, on continue. Ouais, c'est ça. Il faut être organisé pour quand on perd la notion du temps, puis on perd nos esprits un peu, là. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi. Puis rendu dans la nuit, surtout que souvent les 100 mètres, c'est un départ le jour, le matin, puis rendu la nuit, maintenant, ça fait peut-être 16 heures que. Tu sais, fait Ouais, que il y a un moment donné, la notion, elle commence à être de plus en plus vague, là. ouais, c'est ça. Ouais. Super. Puis qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui prépare pour son premier 100 mètres? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Ouf, ben, plusieurs conseils. Première des choses, c'est ça, c'est si, il y a un conseil qui vient je me souviens plus quelle source, là, mais si tu penses que tu cours trop vite, ralentis. Ouais. Là, je vais le répéter souvent aux gens avant une course, là. Souvent, on pense qu'on va assez lentement, mais c'est pas encore assez lent. Tu Mhm. ralentis encore. Il faut que tu sois sûr que tu es vraiment lent. Ouais. Ouais. Faut que ça soit comme péniblement lent, même, je dirais. Le OK. départ. Parce que c'est tellement long. Ouais. Moi, tu sais, en comparaison, là, tu sais, de faire une course où tu pars trop vite, tu vas finir par être très lent à la fin de toute façon. C'est clair. Fait que, bien mieux d'être très lent au début, puis d'y aller progressivement en fonction de l'avancement dans la course, que ah oui, ça va encore bien, bon, c'est bon, OK, on continue, on avance. Tu sais, un petit peu, tu y vas progressivement, au feeling, tu t'économises, puis à un moment donné, quand tu arrives proche de la fin, tu dis OK, là, je prends un risque. Je suis à 100 km sur une course de 160, ça va super bien, la bouffe va bien, la nutrition va bien, j'ai encore tous mes esprits. Euh, J'aimerais m'essayer, j'aimerais aller un petit peu plus vite. OK, c'est le temps. On va accélérer une petite affaire. Une petite affaire. Pas dramatiquement non plus. Là. OK. Disons, au niveau du pace, ça, c'est une chose. Je pense que c'est la plus grosse erreur que les gens font. Puis ça s'applique à toutes les distances, vraiment. Ben Les gens ouais. font la même erreur sur un 5 km. Partir trop vite, c'est l'erreur du débutant. Puis on traîne cette erreur-là, souvent euh, beaucoup trop longtemps. Là. Ouais, puis écoute, je veux pas faire de trucs de féministe ou quoi que ce Mm. soit, là, mais souvent, ça vient plus de la jante masculine de partir trop vite que je me Ouais, rends. ouais. Non, non, absolument, tu as raison. Je veux dire, les chiffres sont là. Ça a été démontré. Les negative splits au marathon, les femmes vont être beaucoup mieux pour employer cette stratégie-là. Là. On retrouve ça dans les temps là, qui sont répertoriés. Euh, les femmes ont beaucoup plus de facilité à le faire que les hommes. Puis je pense, comme tu l'as dit, c'est une question. Ben, je ne sais pas si toi tu l'as dit, mais moi je vais le dire, une question d'orgueil masculin. Beaucoup trop souvent, ouais, c'est Ouais. ça. Mhm. C'est un bon point. Ouais. OK, super. Fait que, mais je pense que tu as raison. C'est une si longue distance. Si tu penses que tu vas trop vite, c'est parce que tu vas probablement trop vite, là. Ouais. Ça, c'est ouais, un truc parmi d'autres, mais je pense que j'ai donné des trucs déjà au niveau de la nutrition puis au niveau de l'hydratation aussi. Là. Euh, Ouais. Autre chose que je pourrais dire aussi, c'est de pratiquer avec son équipement, son hydratation, sa nutrition longtemps avant de faire la course. Parce que Mhm. l'entraînement, c'est juste une partie d'un ultra. L'aspect physique, c'est une petite partie. En comparaison, là, euh, Ouais. l'aspect équipement, nutrition, hydratation est aussi important, sinon plus, pour te permettre d'arriver jusqu'au bout. Si une personne n'a pas pratiqué avec son sac, la journée de la course, elle se rend compte que ça frotte partout puis que ça vient au vif, ou bien que ça donne des douleurs dans le dos. C'est plus le temps. Là. Comme ça, c'est le genre d'affaires que tu veux te rendre compte des mois avant ta course.
Puis là, tu as la chance d'emmagasiner un sac, là, ou de trouver la façon de l'attacher ou de le porter pour que ça marche. Tu sais. Si tu n'as jamais pratiqué avec des bâtons, puis la journée de la course, tu te mets à courir avec des bâtons, c'est pas le temps d'apprendre à courir avec des bâtons non plus. Tu sais. Fait que toutes ces choses-là, il ne faut pas négliger. La nutrition, il faut que ton système puisse s'habituer à consommer des gels sucrés à toutes les 20 minutes, exemple. Si ton corps n'est pas habitué, ça se peut que tu les vomisses, tes gels. Mais si tu l'as fait en entraînement, tout le système digestif va s'habituer à ça. Puis savoir aussi qu'est-ce qu'on aime moins, qu'est-ce qui passe mieux pour nous. Parce que c'est pas parce que les gels fonctionnent pour moi que ça va fonctionner pour un autre. Il y en a que les gels, ils sont incapables. Puis ils préfèrent manger de la nourriture solide. Il y en a qui vont se faire des boules de riz. Il y a toutes sortes de stratégies. Il y en a qui vont manger beaucoup plus de solide, puis il y en a qui vont prendre uniquement du liquide. Il y en a qui vont traîner leur petite poudre, puis qui vont mélanger ça avec leur eau à toutes les stations de ravitaillement. Il y a toutes sortes de stratégies. Ben, ça, il faut le tester avant, pas la journée de la course. Ouais. C'est fascinant en ultra-trail comment il y a tellement de stratégies à ce niveau-là, contrairement à la course sur route, que bon, il y a les gels, peut-être une demi-banane, en tout cas, il y a beaucoup moins de facteurs à ce niveau-là, ouais. Oui, absolument. OK, super. Puis là, j'aimerais qu'on parle aussi des backyards. Tu as fait quand même plusieurs backyards ultra. Oui, oui. Tu t'en es quand même pas mal bien sorti. Oui, bien, ça, au niveau du Québec, disons, je me suis bien placé pas mal là, dans ces courses-là. La première course que j'ai faite, ben, c'était à Kakuna. C'était il y a 2 ans. C'était ma première expérience de backyard. Puis, j'ai fait 30 heures. Puis, 30 heures, ça donne 200 km. Pour ceux qui ne le savent pas, peut-être, je ne sais pas si tu as déjà reçu du monde qui fait du backyard sur ton podcast ou tu veux-tu qu'on en parle? Oui, plusieurs fois, mais on peut en parler. Là. C'est 6,7 km à l'heure. Oui, c'est ça. Puis l'affaire là-dedans, c'est que 6,7 km en 1 heure, c'est pas tellement difficile. Là. On peut le marcher rapidement. Pas tout le monde, là, mais disons, moi, je peux marcher 6,7 km en dedans d'une heure, mais ça demande un bon effort musculaire quand même. Ouais. Mais le jogger ou le courir, ça se court bien, là. C'est pas une très longue distance. Le défi là-dedans, c'est de le faire à répétition, heure après heure après heure, puis de voir ton auto qui est juste là dans le parking. C'est tellement facile d'abandonner, là. À chaque heure, tu reviens à ta chaise, tu as de la bouffe, tu as un sleeping bag, tu as ce que tu veux, tu es confortable, tu t'assois, tu te reposes, puis il faut que tu repartes après. C'est reprendre le départ à chaque heure qui est le défi. Parce qu'en comparaison, tu vois, tantôt, je disais, j'ai fait un 160 km de Capes là, en 24 heures avec 5000 mètres de dénivelé. Les backyards, il n'y a pratiquement pas de dénivelé. C'est dans les règles. Si tu veux être un backyard enregistré, il ne faut pas qu'il y ait du dénivelé incroyable, là, parce que sinon, tu ne peux pas comparer un backyard avec un autre. Puis les backyards, tu veux pouvoir les comparer d'un à l'autre. Fait qu'il y a des règles à suivre. Fait qu'en partant, il n'y a pratiquement pas de dénivelé. Puis ensuite de ça, ben, c'est 6,7 km à couvrir dans 1 heure, qui n'est pas beaucoup. Puis au bout de 24 heures, tu as couvert 160 km. Ben, je peux te dire que de couvrir 160 km dans un backyard, c'est tellement plus difficile que de couvrir 160 km dans du trail, même avec du dénivelé. Ah ouais? C'est curieux, mais c'est qu'à chaque heure, tu dois prendre la décision de reprendre un départ. Tandis que quand tu fais une course de trail, ben, c'est à peu près aux 15 km là, que tu vas avoir un ravito. Puis là, tu es dans le milieu du bois. Puis, comme quand même, tu décidais d'arrêter là. Ou tu es entre 2 ravitaux, disons. OK? Tu as 7-8 km à faire dans chaque direction pour te rendre au prochain ravito. Tu décides d'abandonner. Ah, ben, je vais abandonner au prochain ravito ou ben, je vais revenir au ravito d'avant. Fait que tu as comme le temps de changer d'idée. Tu as le temps de retrouver ton énergie puis de te remotiver à continuer.
Puis souvent, quand tu arrives au ravito, là, les gens, c'est Hey, wow, continue, c'est beau, puis tout ça. Puis là, si tu veux abandonner, ben non, tu ne peux pas abandonner, puis tout ça. Puis là, de toute façon, tu te dis, ben, si j'abandonne ici, il faudra que j'attende 1 heure ou 2, que quelqu'un vienne me chercher en véhicule ou quoi que ce soit. Tu te dis, ben regarde, je vais marcher jusqu'au prochain ravito. Ou quelque chose comme ça. On dirait que c'est comme plus facile de rester dedans. Mhm. Ouais. Puis une autre chose aussi, là, je disais, ton auto est juste là. Ça, c'est une affaire. Tu peux abandonner tellement facilement, tellement souvent. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'à chaque arrêt que tu fais, oui, ça te donne une chance de te reposer, mais tes muscles viennent froids. C'est Puis ça, quand tu ouais. pars, ça fait mal. À Ah chaque ouais. départ. Après que tu n'as accumulé une coupe, là, ça n'en prend pas tant que ça. Là. Une fois que tu as 10 tours de fait, tu as quand même 67 km dans les pattes. Tu l'as étiré beaucoup, ça ne semble pas tant que ça pour quelqu'un qui fait du ultra, de très Mhm. longue distance, puis qui en a fait plusieurs, c'est pas tant que ça. Mais je peux te dire que prendre un départ à froid après 67 km, puis continuer à prendre des départs comme ça, c'est tout un challenge mental. C'est ça le défi du backyard, c'est de repartir à froid à chaque fois, puis de repartir quand tu reviens au confort à chaque fois. Ouais. Puis toi, quand tu repars, est-ce que le premier kilomètre, tu le prends plus mollo, le temps de repogner un certain. J'ai essayé différentes stratégies, puis j'observe ce que le monde fait aussi. Je m'informe beaucoup là-dessus. Puis le premier, ce que je faisais, ce que j'ai fait, c'est celui qui a donné les meilleurs résultats. J'ai fait 30 heures cette fois-là, 200 km. Mon premier a été mon meilleur. Ensuite de ça, tu vois, je suis à Lévis, quelques mois après, j'ai fait 27 ou 28, je ne me souviens plus. Là. Kakuna, j'ai terminé cinquième. Il était plus compétitif. Lévis, j'ai terminé deuxième avec un bon ami. Puis en passant, saluer pardon, Éric Girard, là, parce que j'ai fait mon premier backyard avec lui. On a couru nos 30 tours pratiquement, pas main dans la main, là, mais pas à pas. Là, on s'est suivis. Lévis, un peu la même chose. On a couru un peu moins ensemble, mais on est allés là tous les deux avec l'idée de se rendre jusqu'au bout. Puis lui, il a gagné. Moi, j'ai terminé deuxième. Puis ensuite de ça, ça a été Edmundston. Là, ça a été 24 heures ou 27. 27, en tout cas, je me souviens plus. Puis Kakuna, 24. Qu'est-ce que je voulais te dire avec ça, donc? Ah oui, comment je prenais mes départs? Ben, j'ai essayé différentes stratégies, puis celle qui semble mieux fonctionner pour moi. Parce que je dois dire que ce n'est pas la même stratégie. Tout le monde n'emploie pas la même stratégie. Euh, Puis ça semble être correct. Là, comme différentes stratégies fonctionnent pour différentes personnes. C'est ce que j'ai pu observer. Moi, j'ai tendance à partir plus tranquillement quand les muscles ont figé. Là. Euh, Partir tranquillement, reprendre mon souffle, reprendre un peu de momentum, puis éventuellement, bon, là, ça fait une couple de 100 mètres, je suis parti. OK, je vais accélérer le pas, je vais commencer à jogger. Puis là, après ça, une fois que je suis parti, je suis correct, ça fait moins mal, je suis dans mon roulant. Quand je reviens, euh, j'aurais continué. Ce qui est curieux, là, c'est quand tu finis ton tour, c'est Ah ben là, finalement, c'est pas si difficile. T'sais. Puis là, tu t'arrêtes, tes muscles refroidissent, puis encore une fois, c'est partir, ça fait mal. Fait, moi, j'ai tendance à rentrer dedans plus progressivement. Puis j'ai essayé l'autre approche aussi de dire non, je vais partir vite. Je vais enlever le plaster au plus vite, puis je vais décoller. Là. Mais pour une raison ou une autre, ça fonctionne moins bien pour moi. J'aime mieux rentrer dedans tranquillement. Puis oui, c'est ça. Ça, c'est ma stratégie. J'avais à conseiller quelqu'un, je dirais expérimente. Tu as du Ouais, temps en ouais, masse, de ouais. toute façon. Tu sais, si tu te rends moindrement loin, ben, à chaque heure, tu as chance d'essayer d'autres choses. Puis, la dernière fois, j'ai parti ce tour-là bien tranquillement. Ça a été de telle façon. Là, je vais essayer d'en partir un plus vite. On va voir ce que ça dit. Puis, ouais, expérimenter puis trouver sa stratégie. C'est ça que je conseillerais à quelqu'un. OK, OK, super. Ben, félicitations pour tes performances en backyard, là. Ah, ben, merci. Puis j'ai oublié de te le dire, là, je pense qu'on a changé de sujet, mais félicitations pour ton podium à Cape 100 aussi, hein? Ah, ouais, c'est loin, mais merci quand même. On va le prendre. OK, super. Puis est-ce que tu as une grosse saison à venir pour cette année?
Oui, ben, je suis en réflexion présentement. Là. Tu sais, j'ai une grosse saison de prévue. Je suis même déjà inscrit à plusieurs courses. Je suis inscrit à 3 backyards, puis je suis inscrit à la course des Chic-Chocs, le 160 km des Chic-Chocs. 170 km. 170 km, 9500, 10 000 mètres de dénivelé là, à peu près. C'est une très grosse course. Là. C'est comparable à l'UTMB. C'est comme ça qu'il présente. Ouais, ouais, notre UTMB québécois. Oui, l'UTMB québécois. Ça fait. C'est celle-là m'excite particulièrement. Là. Puis OK. celle-là est au mois d'août. C'est la seule qui est comme plus coulée dans le béton, je dirais. OK, Parce OK. que je veux dire, je tripe gros sur la course, mais présentement, je suis comme cordonnier mal chaussé pour plusieurs raisons. Là. Je disais tantôt, mes garçons jouent au hockey. Ben, cet hiver, j'étais parti pratiquement toutes les fins de semaine pour des tournois. Il y a 6 pratiques. Ils avaient 6 pratiques par semaine entre les deux. Ça fait que ça a mobilisé beaucoup de mon temps. À part de ça, ben, j'ai une entreprise avec mon frère, comme je disais. J'ai mes coachings de course à pied. Je suis impliqué beaucoup au niveau de ma communauté. J'organise le 50 km de course Caraquet. Je suis directeur de course et président du comité depuis je ne sais plus combien d'années, à cette heure, 6-7 ans peut-être. Puis à part de ça, ben, je suis président du club plein air de Caraquet, qui est l'endroit où on a des sentiers pour courir. C'est l'endroit où la course est organisée. C'est beaucoup de projets, beaucoup d'implications. Puis là, ben, c'est ça. Le temps pour m'entraîner, il commence à manquer. Là. Ouais, pour toutes ces raisons-là, je questionne un peu là, les backyards, surtout les premiers, là, parce qu'il y en a un qui arrive en mai à Edmundston. OK. Je n'ai pas tiré la plug encore, mais je ne veux pas comme m'engager formellement dans ces backyards-là. Mais en principe, il y aurait le backyard d'Edmundston, auquel je suis inscrit, le backyard de Kedges, qui est en Nouvelle-Écosse. Edmundston, c'est au mois de mai. Kedges, c'est au mois de juin. Puis ensuite de ça, il y a Kakuna au mois de juillet. Je suis inscrit à ces 3 backyards-là. Puis au mois d'août, les Chic-Chocs. OK, OK, ouais. Ben ouais, c'est un bon planning, effectivement. Ouais. Puis, si on veut de l'information pour ta course, c'est où qu'on trouve ça? Juste une course en sentier? Oui, c'est une course en sentier. Comme je disais, il y a de 5 km aller à 50 km. OK. Puis, ce qui est le fun, c'est des boucles de 5 km. Ça fait. Il y a un aspect sécuritaire à ça qui est intéressant. C'est comme quelqu'un qui veut voir de quoi il est capable sur 50 km, là, ben, c'est la meilleure place pour le faire. On a des sentiers qui sont vraiment roulants. Là. Il y a très peu de dénivelé. Là. C'est 500 mètres au total de dénivelé sur 50 km. Là. Ça OK. fait. Ouais, c'est ça. C'est pas tellement de dénivelé, pas très technique non plus, mais c'est des beaux single track roulants. Puis pour donner une idée, là, à un moment donné, on a eu la première année des coureurs très performants qui sont venus. Puis celle qui a gagné, c'est une femme. C'est elle qui détient le record féminin au Nouveau-Brunswick pour le marathon. Je ne me souviens plus son temps, parce que je ne vais pas dire des niaiseries, là, mais en tout cas, elle a le record du Nouveau-Brunswick sur le marathon. Puis elle a gagné la course en 4h37 sur 50 km. Puis celui qui est deuxième, il est parmi le top 10 néo-brunswickois pour les marathons. Puis lui, ça y a pris, je pense, de mémoire 4h50 à peu près. Là. Ça fait qu'un 50 km entre elles qui se court en moins de 5 heures pour les élites, là, C'est très c'est rare. très, très rare. C'est rapide. Là. Ouais, C'est ouais, un, ouais. un beau sentier rapide. C'est ça qui est le fun pour ceux qui cherchent plus performance. Puis pour ceux qui sont à l'autre bout du spectre, qui voudraient faire un premier 50 km, par exemple, ben, c'est la meilleure place pour le faire parce qu'à tous les 5 km, tu as accès à tout ce que tu veux. Tu peux Mhm. laisser n'importe quel équipement que tu veux, tu peux laisser ta propre bouffe, tu peux avoir un crew, tu peux avoir un masseur, tu peux avoir ce que tu veux, là, parce que c'est le chalet où on prend le départ, puis on revient toujours à ce chalet-là.
Puis en plus, ben, à 2,5 km, il y a une station de ravitaillement pour eau et nourriture. Ça fait qu'il y a des gels là. Ça fait qu'une personne peut faire son 50 km sans sac. Ouais, c'est ça, avec une gourde à main, là, comme les vieux ultra runners old school, Et là. même pas. Ouais, ah Après, ouais. à tous les 2,5 km, arriver là puis prendre un grand verre d'eau, là, tu vas y arriver pour faire ton 50. Là. Ben, ça, Mhm. c'est le fun. C'est une belle liberté de pouvoir courir sans sac comme ça. Là. C'est Puis, clair. ouais. Puis de pouvoir pousser aussi, sachant que quoi qu'il arrive, tu es en sécurité. C'est rare qu'on peut dire qu'on peut faire ça. Fait autant pour ceux qui débutent que pour ceux qui ont bien de l'expérience dans leur sac, là, c'est une expérience intéressante. Puis, OK. comme je dis, on a un 5 km, un 10 km, puis un 25 km aussi. Fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Super inclusif. Les cut-offs sont larges assez. Puis, s'il y en a qui veulent, euh, qui s'inquiètent des cut-offs, là, euh, en réalité, il n'y en a pas de cut-off. C'est un repère, juste pour savoir à peu près là, pendant combien de temps il va y avoir du monde sur place. Mais moi, comme directeur de course, s'il y a quelqu'un qui veut finir sa course, puis ça prend 2 heures, 3 heures de plus que le cut-off, je vais être là. Là. Puis les bénévoles de longue date là, qui ont bâti cet événement-là, ils vont être là. Ça fait que vous avez autant de temps que vous voulez pour compléter vos courses. OK, super. Puis ça, c'est à Caraquette, la course? Oui, C'est où qu'on peut trouver des informations sur Internet? C'est quoi le sur, nom de la course? ouais, sur Facebook, Course Caraquette. Juste à OK, taper Course Caraquette sur Facebook, vous allez tomber sur notre page. parfait. Puis de toute façon, je vais mettre ça dans le descriptif d'épisode. Ah, ben parfait. Puis en fait, aussi sur Course Nouveau-Brunswick, Course NB, c'est là où on peut s'inscrire pour la course. Parce que sur Facebook, des fois, c'est un peu difficile de trouver le lien pour s'inscrire, etc. Il faut comme fouiller un peu là, sur le mur. OK. Et s'il y en a qui veulent s'inscrire déjà, allez plutôt sur Course NB. Vous allez dans le calendrier, puis vous allez trouver Course Caraquette là-dedans avec tous les détails. Parfait. Puis ça a lieu quand, ça? Ça, c'est début août. OK. C'est le dimanche le 4 août, je crois. OK, OK, parfait. Super. Ah, ben, excellent. Écoute, puis pour te contacter aussi, le meilleur moyen, c'est par ton site Internet pour le coaching. Oui, c'est ça, courirzen.ca. Vous allez juste sur l'onglet service si vous voulez voir c'est quoi les différents services que j'offre. Parfait. Sinon, ben, mes contacts sont tous là. Mon numéro de téléphone, c'est mon numéro de cellulaire. Vous allez me rejoindre directement. Vous pouvez m'envoyer un messenger, quoi que ce soit. Bien ouvert. Parfait. Puis, c'est quoi la meilleure plateforme pour te suivre? Je ne suis pas très présent, on va dire, petite note en passant, là, pas très présent sur les médias sociaux. Euh, OK. si vous allez voir mon Strava, vous ne trouverez pas grand commentaire non plus. J'essaie de me détacher de ça. Je sais que ce n'est pas très bon pour les affaires. Là. Euh, Ouais. mais Ben, c'est mais, juste, je ne mais veux je te pas être derrière un comprends aussi. ordinateur tout le temps. Là. Tu Ouais, sais, ouais, ouais. je veux voir du monde en vrai. Je veux vivre la vie à l'extérieur du bureau un peu. Là, tu sais. C'est pour ça que je m'implique dans ma communauté aussi. Euh, je veux faire autre chose que, c'est ça, passer ma vie derrière un clavier puis un écran. Là. Ça fait les médias sociaux très peu. Vous allez sur ma page Facebook de Courir Zen. Il y en a une, mais je suis très, très peu actif. OK. Très, très peu. Je viens de faire une publication cette semaine, là, puis ça devait faire des années, peut-être pas des années, là, mais en tout cas plusieurs mois que je n'en avais pas fait une. C'est pas parce que je ne suis pas en activité, c'est juste parce que je ne trippe pas à mettre mon temps là. C'est ça. Je préfère parler aux gens de vive voix en les coachant, en allant courir avec eux dans les trails pas loin d'ici. C'est ça. OK, super. Ben écoute, merci beaucoup de ton passage sur le podcast, là. C'était vraiment super. Puis vraiment, ton approche de course, je la trouve super intéressante.
Puis j'ai reçu du monde sur le podcast qui m'avait parlé des bons mots de toi. J'avais gardé ton nom, puis j'étais sûr que je te contacterais un jour. Puis ça a été un grand plaisir de parler avec toi. Ah ben, pareillement. J'espère que je ne me suis pas trop étendu, puis je sais que je peux être intense, là, pas faire peur au monde. Quand je raconte mon histoire de 100 kilomètres, je me dis encore, aïe, aïe, comme c'était pas très zen comme course, ça. Non, Mais ben c'est super, mais comme ça, ça fait partie du monde de l'ultra trail, là. ouais, c'est ça, ouais. Mais mon approche est différente. Vous allez voir sur mon site, je raconte mon parcours. Vous allez comprendre un peu plus comment j'en suis venu à courir zen, puis qu'est-ce que ça consiste exactement. Là. Je ne l'ai peut-être pas tellement rendu justice à cet aspect-là durant le podcast, mais si vous allez voir mon site web, vous allez tout comprendre. Super, ben écoute, merci beaucoup à toi. Puis ben bonne continuité dans tes projets, puis bonne année 2024, puis bonne chance avec ton 100 miles à venir l'été prochain. Ouais, un énorme merci, puis c'est ça, je ne sais pas si tu as dit que tu allais être à Kakuna, hein, c'est ça? Ouais, je vais être à Kakuna pour mon premier test backyard. OK, ben, en tout cas, je vais essayer d'être là pour toutes ces courses-là que j'ai nommées. On va voir, mais je serais bien intéressé de te rencontrer à Kakuna puis de faire une course de tour avec toi. Yes, écoute, au plaisir de courir ensemble, ouais. Puis ben merci beaucoup à toi. Ouais, un gros merci.